Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour un nouveau Café JDR. Et j'accueille pour la seconde fois, ça commence à faire beaucoup, le dénommé Jean Dindon. Eh bien, bienvenue à nouveau Jean Dindon, ravi de t'avoir ce soir. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Comme nous le disions il y a encore quelques secondes en off, ce Café JDR n'est absolument pas préparé. Nous allons parler d'un supplément que tu me confiais ne jamais avoir lu. Donc, c'est parfait. Parfait, je pense que cet entretien commence bien. C'est le meilleur moyen d'en parler, je trouve. Nous allons le découvrir. Voilà, nous allons le découvrir pendant ce Café JDR. Mais bon, je vais quand même meubler un petit peu avant qu'on se lance. Nous allons parler d'un supplément que voici, qui s'appelle Damnation City. C'est probablement l'un des meilleurs suppléments qui a été publié pour le jeu de rôle, en tout cas selon moi. Tu nous en diras ce que tu penses, mais c'était un supplément pour Vampire Requiem et on va s'appuyer sur ce supplément-là. On va pas faire l'exégèse du supplément encore que, mais on va s'appuyer dessus pour vous parler pour discuter de création de villes, de zones en jeu de rôle, les ambiances, l'atmosphère de ces villes, comment ça peut impacter les règles, comment ça peut impacter le scénario, parce que ce supplément procure beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Et c'est toi, mon cher Jean Dindon, qui avait suggéré qu'on en fasse un podcast. Qu'est-ce qui t'a tant motivé à discuter de ce supplément et de ce qu'il implique ? Moi, je découvre ce supplément dans un thread Reddit, je pense, où il y a quelqu'un qui pose la question, quel est le meilleur supplément pour Vampire la Mascarade? Et il y a quelqu'un qui répond, c'est Damnation City pour Vampire the Requiem, qui est le meilleur supplément de Vampire la Mascarade. Donc c'est une espèce de message troll. Et il y a plein de gens pour dire, oh non, mais je suis d'accord, mais je suis complètement d'accord. Non, non, mais effectivement. Et du coup, ça me titille à ce moment-là, quoi. Et donc je vais lire ce truc et effectivement, je trouve aussi que c'est le meilleur, supplément pour Vampire la Mascarade. Voilà. Maintenant, je suis convaincu. Bon, eh ben on va devoir arrêter alors. Parce que non, Vampire Requiem est supérieur à Vampire la Mascarade. Donc en fait, ça va devenir un débat. Et on va complètement laisser tomber le sujet initial. Non, moi je l'ai découvert par Vampire Requiem parce que j'ai commencé par Vampire Mascarade quand j'ai joué, mais très vite, je sais plus exactement pourquoi, parce que peut-être il est sorti en 2024 et j'avais peu joué à Vampire Mascarade et en fait, moi je me suis lancé sur toute l'édition Requiem, donc la première édition en 2004, je le répète. Et donc c'est à travers ce jeu-là que j'ai découvert ce supplément. Je l'avais commandé justement en anglais. D'ailleurs, il est que disponible en anglais si je ne m'abuse. Ah, c'est bien possible. Ouais. C'est bien possible. Je pense pas qu'il ait été traduit. En tout cas, moi, j'en ai trouvé que des versions, en anglais. Ouais. Bon, en tout cas, donc il est probablement assez méconnu en France, mais il est vraiment extrêmement utile parce que c'est un des suppléments, en tout cas que j'ai lu, qui donne le plus d'outils pour construire une zone. Et on a plein de campagnes qui se passent dans non pas des lieux simples, mais des zones avec plusieurs lieux, plusieurs ambiances. Et il permet vraiment, par ses explications, par ses astuces, de l'ancrer dans une campagne et de faire d'une zone un élément presque scénaristique ou générateur d'intrigue. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est vraiment comme ça que je le vois principalement. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu t'en es servi pour Vampire Mascarade ou d'autres jeux de rôle ? Bah, il y a un truc sur la méthode de ce supplément qui donne énormément de choses très, très concrètes. Là où tous les autres, là où toute la gamme, de vampires, en tout cas de ce que j'en connais, de ce que j'en ai lu, dit: «Oui, la ville, ça doit être un personnage, doit y avoir une ambiance», mais il y a rien qui t'explique comment le faire. Et Damnation City, c'est 400 pages qui ne t'expliquent que comment faire ça. Et pour moi, c'est une des ressources les plus utiles quand tu veux mettre en pratique les espèces de grandes théories qu'on essaye de te bombarder dans toute la gamme sans jamais t'expliquer vraiment comment faire, quoi. Donc le contenu, mais c'est la méthodologie, quoi. C'est vraiment, il te montre des exemples de ce que tu pourrais faire, il te donne une collection d'outils, il t'en donne beaucoup. Pour dire voilà tout ce que tu pourrais faire, et ça te pose aussi la question de qu'est-ce que je prends là-dedans, de quoi j'ai besoin pour ma ville, quoi. C'est une énorme boîte à outils, en fait, Damnation City. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est facile à utiliser, dans le sens où, justement, il est très fourni. Il y a plein de trucs. Je pense pas qu'il... Moi, la première fois que je l'ai lu, j'avoue, j'étais assez jeune et je m'étais un peu senti obligé de tout utiliser. En fait, des fois, je m'arrêtais, je me disais, mais comment je vais utiliser ce chapitre en plus de celui qui suit? J'ai l'impression que ça fait doublon. En fait, pourquoi il faut tout utiliser en même temps? Alors qu'en fait, c'est pas du tout l'objectif. Et il y a tout un tas de couches
où on peut gérer la zone vraiment de manière générale ou de manière très spécifique. Et c'est vraiment au lecteur, je trouve, de choisir quelles sont les couches, on va parler dans un instant, quels sont les niveaux de ce supplément qu'il va utiliser. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que justement, si tu te plonges là-dedans avant d'avoir une base là-dessus, tu peux quand même te trouver perdu. Enfin, Moi, ça m'a pas tant perdu que ça, mais ça te force à te poser la question. En fait, c'est vraiment ça te force à te poser les questions, à te dire: «OK, de quoi je vais jouer, donc une campagne, hypothétiquement dans Vampire the Requiem, dans une ville, dans un setting urbain. J'ai une collection, je suis vraiment bombardé d'une collection de trucs et en plus, il te dit: «Voilà, 10 princes que vous pouvez utiliser pour votre ville. Il y a le prince qui gouverne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Il t'en donne une collection, il t'en donne 10. C'est à toi de te poser la question, de te dire: «OK, très bien, j'ai besoin d'un seul prince, lequel je prends?» Ensuite, on t'explique, pareil, il y a des règles de course-poursuite, par exemple, qui te permettent de passer, je sais pas, du chantier en construction, enfin de l'immeuble en construction jusque dans les égouts, enfin et puis tu continues comme ça dans la ville. Est-ce que j'ai besoin de faire une course-poursuite? Sinon, c'est au module de règles, j'en ai pas besoin. Et tu as vraiment ça pendant 400 pages, quoi. Donc c'est vraiment, le bouquin te renvoie à toi-même, quoi. Te dit: «Très bien, voilà tout ce que tu pourrais faire. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait?» Mais c'était là-dedans, le truc de course-poursuite. Oui. Parce que figure-toi, là, petit détour, justement, comme dans une course-poursuite, mais pour l'anecdote, je me souvenais plus du tout que c'était là-dedans. Moi, je m'en suis servi une fois, mais ça m'est resté. Je me rappelle, j'avais préparé un scénario en 1 heure il y a des années pour deux copines. On avait un peu de temps et puis elle m'a dit, bah voilà, on fait-nous un jeu de rôle. Et je me rappelle que dans le scénar que j'ai préparé, il y avait une course-poursuite. Et donc, c'est dans ce supplément qu'il y a tous les embranchements possibles là, dans la course-poursuite où ça fait une sorte d'arborescence. Où je Ouais, veux. exactement, il te le donne et en fait, tu te donnes le principe. Le principe est trop bien, tu vois, de faire C'est une génial. course-poursuite en branchement, qui Ouais. change de décor, en fait. Ce qui fait que tu es dans la même ville et puis c'est pas juste une course-poursuite avec 2 personnes qui se courent, enfin voilà, ou des PJ qui courent derrière un PNJ. Enfin, ou qui se font courser d'ailleurs, parce que ça peut être dans l'autre sens. Mais c'est vraiment le décor, les décors passent, et puis tu as des embranchements, donc tu dois faire des choix. Est-ce que je passe par la fenêtre et que je saute dans la petite allée, ou alors est-ce que je monte sur le toit pour passer sur celui d'après? Et voilà. Mais en fait, l'idée est très simple, mais en plus, le supplément te dit: «Voilà, l'idée c'est ça et en plus, voilà comment vous pouvez l'implémenter, les mécaniques c'est ça», quoi. Mais ouais, mais je m'en rappelle et c'était vraiment utile parce que pour moi, il y avait deux choses utiles. Il y avait déjà l'aspect ludique, la manière d'envisager, comme tu l'as dit, la course-poursuite. Mais je pense d'ailleurs que même aujourd'hui, j'ai des restes de ça dans la campagne actuelle ou celle d'avant. J'ai dû faire une course-poursuite à un moment et même sans la préparer, maintenant, sans préparer la course-poursuite, j'ai cette notion d'embranchement. Les choix deviennent très binaires, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que justement, dans une course-poursuite, je trouve pour qu'elle soit entraînante et il y a un rythme, faut réduire les choix possibles pour pas que ça traîne trop et limite dire aux joueurs, presque comme dans un QTE, voilà, il y a ça, ça, ça. Quel chemin tu choisis en fait? Et il y a des mécaniques après potentiellement pour chaque chemin choisi. Maintenant, moi, ça, je les improvise. Mais c'est grâce à ce supplément-là, je pense en partie, que j'ai gardé ça, hein. Donc, je me souvenais plus. C'est vraiment drôle. Ouais, c'est ça, en plus des outils, l'autre truc que je voulais amener, c'est qu'il y a énormément d'idées, tu vois? Cette idée, cette prémisse d'idée de la course-poursuite passe par différentes scènes et tu mécanises ça, enfin par, différents endroits, tu mécanises ça. L'idée, elle est très, très simple, et puis tu la ramènes chez toi et puis tu la recycleras à un moment donné, bah, ce que tu as fait. Et en fait, il faut comprendre que ça, il y en a une toutes les 2 pages, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très bien formulé. Il y a les PNJ qui ont autre chose à faire que de répondre à tes sollicitations. Et il te dit: «Voici une liste de choses que les PNJ pourraient avoir à faire Hmm. plutôt que de répondre à ta sollicitation». Parce qu'en fait, il a ça à gérer, il a ça à gérer, il va faire ça pour lui, il est en train de s'embêter avec une de ses ghouls, il va visiter son musée préféré, il va enfin, vraiment, tu as une liste le PNJ pourrait refuser de répondre à ta sollicitation parce qu'il fait un de ces trucs-là. Heu et c'est quelque chose qui me sert à skinner des PNJ, très très facilement, qui me sert à les rendre crédibles, quoi. Quand tu demandes une audience auprès du prince vampire et que tu dis: «Bah, pas non, non, pas cette nuit en fait, cette nuit le prince vampire il va regarder sa plus belle œuvre d'art, au musée, d'à côté toute la nuit, il a demandé à pas être dérangé». Bon bah, voilà, revenez plus tard. Je pense que c'est un des meilleurs atouts de ce supplément au global. Alors j'essaye toujours d'élargir pour qu'on n'ait pas que ce supplément comme sujet, que ça puisse servir pour justement le reste.
mais c'est que le supplément a compris que pour qu'une zone, alors là c'est une ville en l'occurrence dans Vampire Requiem, mais moi je l'élargis, pour qu'une zone paraisse justement crédible, qu'elle ait une couleur, il faut qu'il y ait du mouvement à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, et là je rebondis ce que j'avais complètement oublié, hein, j'avoue, mais la course-poursuite, ça donne du mouvement, ça permet même de visiter la ville dans le cadre de l'intrigue, c'est-à-dire que t'es pas juste à, c'est pas que de l'exposition, tu vas découvrir la zone parce que tu vas fuir ou tu vas poursuivre quelqu'un. Donc il y a une règle qui va servir la mise en abîme de la zone. Et ce que tu viens de dire là quand tu parles des personnages, c'est pareil, ça ajoute du mouvement parce que les habitants, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce que l'un des éléments essentiels de la création d'une zone pour lui donner vie, c'est ses habitants. Bien, presque plus que les lieux eux-mêmes, en réalité. Et en fait, en leur donnant une vie propre et des mouvements, même s'ils sont rudimentaires, parce que tu peux pas avoir toute une panoplie de mouvements pour chaque PNJ, mais ça montre que le personnage joueur n'est pas le seul élément par rapport auquel les habitants se construisent. Et je pense que ça, c'est essentiel quand on construit une zone, de créer des dynamiques qui sont au préalable indépendantes des personnages joueurs eux-mêmes. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, effectivement, la zone qui n'en a rien à faire de toi, ou en tout cas, qui n'est pas centrée autour du PJ, je trouve que ça donne une vraisemblance très très forte, quoi. Donc en fait, c'est un des trucs, et c'est un des trucs qui est plutôt bien fait enfin voilà, que le supplément montre beaucoup parce qu'il donne des tables aléatoires de personnes que tu peux rencontrer qui n'ont rien à faire Table avec la aléatoire. Et choucroute. il est pas si bien que ça, ce supplément. Alors, c'est quoi cette C'est pas histoire des de tables table aléatoires, aléatoire? Non, il n'y a pas il doit ça, te hein. donner une liste. Il te dit, voilà, en voici 30. Bon après, tu peux, Oui, voilà, non, si tu non, il y a trouves une un des 30, liste. tu peux faire le truc, tu vois? Oui, mais ne viens pas corrompre ce beau supplément par tes idées un peu bizarres. Il y a une liste, tu peux puiser dedans. Exactement, mais moi j'en fais une table aléatoire Je et ça marche très, très plaisante, bien. je plaisante. Non, mais c'est vrai, il y a une liste, effectivement, quand je l'ai feuilleté tout à l'heure pour me le remémorer, il y a toute une liste de personnages que tu peux trouver dans ce type de ville, dans lequel tu peux puiser, et même quand t'as pas préparé, justement, avec, tu te souviens, alors, il faudrait que je retrouve, tu sais ce qu'il leur donne comme détail pertinent au PNJ? C'est des mouvements, c'est des caractères, c'est un boulot, tu te Ah, je rappelles? sais plus, je crois que c'est un peu lié aux règles de Requiem, il y a peut-être les vices, les vertus et je sais plus, Ah oui, je c'est sais plus ça. du tout Ouais, comment ouais. ça se, Dans comment ça Requiem, il se y a les vices et les décline. vertus, et donc t'as ces éléments qui définissent. Mais bon, au final, ça revient à ce qu'on dit souvent. Si tu veux utiliser des listes de PNJ, c'est de leur donner quelques traits, que ce soit des vices, des vertus, des traits, peu importe en réalité, qui soient suffisants pour les caractériser, et après tu les exploites justement dans la zone qu'ils occupent. Ouais, c'était ça. Ouais. Enfin, bref, je voudrais juste faire un pas en arrière parce que il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent peut-être pas Vampire, et je voudrais quand même recentrer l'objectif de ce supplément. On parle beaucoup de Vampire, et même au-delà du supplément, Vampire, Mascarade et Requiem, ce sont des jeux qui se concentrent beaucoup sur la zone. En fait, c'est quelque chose d'assez claustrophobe. Les, les vampires ne quittent pas leur ville, ou très rarement. Et donc, c'est aussi pour cette raison que dans ces jeux-là, il y a un accent qui est mis sur les structures d'une ville. Il y a beaucoup plus, surtout à l'époque, il y avait plus de détails que dans d'autres types de jeux, parce que dans une campagne, potentiellement, on ne quitterait jamais cette ville, ce qui était à l'époque assez différent de jeux médiévaux fantastiques où il y a une notion de voyage très souvent. Donc, que les gens comprennent pourquoi on fait souvent référence aux vampires et tout ça, il y avait aussi beaucoup de politique en vampire. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans ces jeux-là, dans ces zones, dans ces villes, avec des territoires. Et moi, personnellement, Vampire, au sens large, c'est le jeu qui m'a le plus montré la façon de jouer avec des factions et de construire des dynamiques entre ces factions pour que le monde vive indépendamment même des joueurs. Donc, la création du lieu de la zone avec Damnation City, c'est quand même un prolongement de ce que propose le jeu Vampire en lui-même. Ouais, je trouve que même que c'est plus clair parce que le supplément te dit, votre intrigue va se passer dans une ville, alors que les manuels de base de Requiem, bah, Requiem dit quand même beaucoup dans une ville, mais de Vampire la Mascarade te dit pas trop ce truc-là, quoi. Et en fait, le fait d'avoir vraiment Damnation City qui te dit, mais en fait, votre microcosme, c'est censé être un espèce de vase clos isolé qui est cette ville.
dont on ne sort pas et avec des ressources finies, quoi, qui sont le territoire, le nombre de, tu vois, le bétail, quoi, les humains sur lesquels on peut se nourrir, les lieux de pouvoir, les lieux d'intérêt, il peut y avoir qu'un seul chef, voilà, des choses comme ça. En fait, Damnation City est vraiment très très clair sur le fait que c'est un système isolé en vase clos avec de l'attrition de ressources, quoi, avec une guerre qui se crée, enfin avec en tout cas des factions qui se forment parce qu'il y a ces conflits inhérents aux ressources limitées, quoi. Justement, alors moi j'ai pas mal de choses que j'ai retenues dans le supplément. Je les aborderai, mais je vais d'abord te donner la main parce qu'on a quand même un peu tourné autour du pot. On a parlé de la course-poursuite qui est quand même pas le cœur du supplément, il faut bien l'admettre. On a parlé. 400 pages sur les règles de course-poursuite. Accrochez-vous, hein. C'est Accrochez-vous terrible. vraiment, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces courses-poursuites. On est arrivé par la banlieue de la ville, si j'ose dire, mais maintenant on va aller faire un tour dans les rues et dans le centre-ville. Si tu devais retenir une chose de Damnation City, vraiment d'un truc qui t'a aidé, qui était extrêmement pertinent et que tu conseillerais à des gens qui veulent créer leur zone de jeu, leur ville, qu'est-ce que ce serait? C'est pas forcément un élément en particulier, hein, mais rentrons vraiment dans le cœur du sujet. Et moi, j'aborderai aussi ce qui m'a marqué dans ce supplément et qui aide vraiment. Je pense qu'il y a toute une collection de détails. C'est qu'en fait, la ville, le cadre de jeu, l'histoire qu'on va raconter, tout ça a des grandes thématiques qui sont un petit peu abstraites, mais tout ça passe par des choses très concrètes qui est l'interaction avec le monde. Et Damnation City te donne vraiment beaucoup d'outils très très concrets pour faire que ton cadre de jeu s'implique le plus possible s'infiltre dans tous les interstices. Et ça veut dire, il te donne des pages de jargon avec des mots un petit peu techniques qu'utilisent les vampires parce qu'ils disent pas aller chasser. Ils ont 5 mots différents pour dire aller chasser. Il y en a qui sont plus élégants et il y en a qui sont vraiment très brutaux et il y en a qui sont, enfin voilà. Donc il y a tout un vocabulaire en fait de l'univers et ça c'est très concret parce que c'est des mots que tu vas finir par utiliser à table, que les personnages, que tu vas mettre dans la bouche des personnages, des PNJ. Il y a toute une section que moi j'adore sur les graffitis, parce que tous les vampires dans ce setting, ils donnent des graffitis qui leur permettent de limiter leur territoire, mais aussi de communiquer les uns les autres, de faire passer des messages idéologiques, de marquer certaines rébellions, certains bords politiques, et en fait ils le taguent partout à chaque fois que tu vois des graffitis dans la ville, c'est potentiellement un vampire qui a laissé une marque et qui a laissé un signe pour un autre vampire. Et ça, c'est vraiment très... c'est quelque chose que je reprends dans absolument toutes mes parties de vampires. Il y a toujours des graffitis qui veulent dire quelque chose. Et ce qui fait que tu te balades dans un espèce de décor où il y a des choses qui te touchent tout le temps. Et donc moi, c'est vraiment, je trouve que c'est ce que le supplément fait bien et c'est ce que je retiens de tout supplément. J'essaye de réappliquer dans toutes les parties, y compris des jeux qui n'ont rien à voir avec ce type de setting, quoi. Pour moi, là, on touche au cœur de ce qui est important quand on crée une ville ou un lieu, une zone de jeu. C'est qu'en fait, ce qui va la rendre marquante, c'est qu'elle agit d'une certaine manière. C'est pas juste un décor statique dans lequel on est. Tu viens de le décrire, hein, les graffitis. Ça va être utile, ça va générer quelque chose. Donc le décor lui-même, il a un impact. Soit parce qu'il va te donner des informations, soit parce que potentiellement, et on va y venir, il y a ça dans le supplément, soit parce qu'il va agir même contre toi. Il y a une manière de le gérer. On va vraiment aller là-dedans après, parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. Mais le décor n'est pas juste un décor. Il est un élément de l'action, de l'intrigue presque. Et à mon avis, c'est ce qui va le rendre palpable, vivant, et c'est ce qui le rend mémorable. Moi, j'aime bien ce terme-là en jeu de rôle. Une zone, elle sera jamais aussi mémorable que si elle s'est inscrite dans l'action, dans l'intrigue. Si elle est juste là uniquement pour le décor, justement, souvent, même si le décor est important, souvent, justement, le décor, il est même moins perçu. Si tu décris, je sais pas moi, l'architecture particulière, très pentue, très obtue d'une ville avec ses balcons, simplement, ok, peut-être qu'on va avoir l'image, mais ça va vite s'évaporer. Alors que si l'action s'est passée un moment sur ces balcons, qu'on a failli en tomber, qu'on s'est accroché, qu'on a couru sur les pentes des toits, eh ben, ça va s'ancrer. Et je trouve que ce supplément, tout ce que tu dis, tous les détails qu'il a, vont dans ce sens. Le décor
va vers les joueurs. Et témoigne de la vie aussi qu'il y a autour, c'est-à-dire les graffitis ont été peints par des personnes et c'est des trucs que tu dois reprendre aussi dans les descriptions. Quand tu dis on décrit les balcons, faut décrire que ces balcons sont utilisés aussi, qu'il y a des gens qui suspendent leur linge, qu'il y a des gens. Mmh. Et je pense que tout ce truc-là te permet aussi de te rappeler que tu es dans un espèce de monde qui vit par lui-même, quoi, et qui en laisse des marques un petit peu partout. Que ce soit par la construction du jargon, du langage, etc., que tu utilises des termes. Enfin, tout ça aussi, c'est des manifestations que ce monde est en train de vivre, que ce monde respire, quoi. C'est vrai que, alors, pour moi, c'est pas un des éléments principaux, les éléments de langage, mais, et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'ils sont pas importants. Je dis juste que si je devais te donner 3 astuces pour créer ta ville, que je devais en garder que 3, je pense qu'il y aurait pas ça dedans. Mais ça reste important parce que j'y pense souvent quand je crée une nouvelle ville ou que les joueurs, même dans une campagne, vont fréquenter une ville. J'essaie souvent de me trouver quelques termes qu'on ne trouve que dans cette ville-là. Que ce soit là dernièrement, par exemple, dans une de mes villes, je me suis dit, allez, comment je pourrais rendre le système politique un peu mémorable sans rentrer trop dans le détail, parce que j'avais pas forcément ce besoin-là. Bon, bah, j'ai mis le triumvirat et il n'y avait que là qu'il y avait un triumvirat. Pas un terme que j'ai inventé, hein, qu'on s'entende, mais parce qu'il n'était que dans cette zone-là, euh, ça contribuait à donner un caractère à la ville. Si tu appelles, je sais pas, moi là c'est un exemple qui n'a rien à voir avec mes trucs à moi, mais je sais pas moi. Tu sais, t'as les géomanciens, t'as des termes comme ça qui sont. Ça paraît anodin, mais quand on retrouve des termes que dans la ville dans laquelle on joue, cette ville, elle prend une saveur particulière. Ah, c'est la ville dans laquelle on trouvait tel type de truc, tel mot, tel vocabulaire. Pour moi, c'est l'épice qui vient relever le tout. C'est pas forcément le plus important, mais ça lui donne une couleur un petit peu plus vive. Et puis c'est des trucs que enfin, moi je trouve que c'est vraiment des trucs que tu trouves que dans un vrai monde, quoi, tu vois? C'est un monde où les personnes ont de l'argot et Mmh. donc ça veut dire que, tu vois, ils ont construit, quoi. C'est je sais pas, il y a un ça n'existe que dans un vrai monde, des gens qui, tu vois, qui manipulent la langue à l'usage parce C'est qu'ils en ont vrai. besoin et ils ont 3 termes pour les géomanciens, ça peut être les géomanciens, ça peut être les caillouteux, si tu veux en parler de Mmh. manière un peu méchante, enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est des petits détails qui me font croire au truc, tu vois? Qui me dit: «Ah oui, effectivement, ouais, je comprends ce monde». J'y crois très fort, hein. J'y crois très fort parce qu'il y a plusieurs termes pour décrire les géomanciens. Ouais, non, je suis d'accord. Faut en saupoudrer. Il n'y a pas besoin de beaucoup en plus, hein. C'est souvent ce que je dis quand je discute de ce sujet-là. Pour donner corps à un lieu, alors à une zone, c'est différent, mais ne serait-ce qu'à un lieu, à un endroit, il faut pas beaucoup de ces éléments de langage dont tu parles pour relever. C'est une fois de temps en temps, quand ça revient, ça suffit. On n'a pas besoin d'en avoir des dizaines, surtout qu'après, en plus, les joueurs ne les retiennent pas, donc ça devient même fastidieux. Faut pas qu'il y ait une overdose. Mais avec 2 ou 3 comme ça, on relève. Bah, c'est comme du poivre, en fait, ou de l'épice. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça ait de la saveur. C'est ça, parce que là, on va tomber dans l'autre truc, c'est que à avoir beaucoup trop de détails pour décrire ton monde ou avoir pensé beaucoup trop de choses sur ton monde, tu as envie de les communiquer à tes joueurs et ça va prendre de la place dans ta partie aussi. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pas tomber non plus. Mais effectivement, faut trouver les bons outils, quoi. Les bons outils à utiliser au bon moment. Moi, je vais te parler d'un truc qui m'a marqué dans ce supplément. Je l'ai sous les yeux en plus, mais qui m'a vraiment aidé d'ailleurs au départ pour Vampire spécifiquement, mais que j'ai pu étendre. Et ça va en surprendre certains, parce que Damnation City propose d'octroyer des mécaniques de jeu aux quartiers ou à des lieux spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi qui déteste les mécaniques en plus, pourquoi j'ai aimé ça? En plus, c'est pas vraiment des mécaniques, c'est des bonus, malus, tout ça. Vas-y, fais ton coming out, je t'en prie. Les règles, c'est bien, on veut t'entendre le dire. Non, non, tu vas voir. Mais elles peuvent être très bien. Attends, le pire, c'est que je n'ai jamais dit que c'est. Je pense que ce supplément m'a montré d'ailleurs comment on pouvait, un peu comme les éléments de langage, avoir quelques petits éléments de règles qui prennent pas de place, mais qui relèvent le truc. Et je vais en donner un exemple. Et encore une fois, qui m'a aidé au départ spécifiquement pour Vampire. Il y a toute une section qui décrit des genres de quartiers, des quartiers ou des zones de la ville. Donc on était capable comme ça de compartimentaliser ou de segmenter plutôt une ville avec il y a toute une liste de sites
D'ailleurs, ça fait la différence. Il y a les sites et il y a les quartiers, pour aller vraiment de plus en plus dans le détail. Et dans ces zones, donc il y a une petite description, ça explique comment on peut créer ça en quelques mots, avoir une zone palpable. Et pour chacun de ces quartiers, il y avait des bonus ou des malus que ça pouvait donner aux joueurs, justement en fonction du lieu. Moi, je sais pas, moi, -3 en dissimulation, +3 en présence. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction du caractère du quartier, et de ce qui s'y passe, de son ambiance générale, du nombre de personnes, de la densité de population, du type de personnes qui vit dans ces quartiers-là, eh bien forcément, tu as certains comportements qui seraient plus faciles à réaliser et d'autres plus difficiles. Par exemple, s'il y a plein de monde, on peut se fondre plus facilement dans la foule, et puis c'était mécanisé par un bonus ou je sais pas quoi. Mais par contre, tu pouvais peut-être moins disparaître si tu causais un problème parce qu'il y avait beaucoup de sécurité à cet endroit-là. Et plutôt que de tout générer par le roleplay et la narration, parce que dans Vampire, je vais en reparler, il y a des trucs, la chasse par exemple, tu peux pas en faire le roleplay tout le temps, ça devient vite fastidieux. Comment on fait pour avoir un impact sur la chasse en fonction de où tu es? Si à un moment tu n'as plus de sang, tu as besoin de te recharger, puis il se trouve que tu es dans tel quartier, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça permettait de laisser transpirer l'ambiance et l'atmosphère d'un quartier et toutes les mécaniques que tu n'as pas envie de, enfin tous les aspects que tu n'as pas envie de jouer dans quelques bonus, malus. Et ça m'a vraiment aidé, et je terminerai là-dessus, après je te laisserai réagir, mais justement à comprendre que des zones pouvaient avoir un impact sur les joueurs, même de manière abstraite, sans qu'on décrive le détail du pourquoi, du comment. Je suis pas obligé de dire qu'il y a un agent de police qui me surveille pour dire qu'il y a beaucoup de sécurité dans ce quartier-là. Je peux dire, bah voilà, dès que tu essaies de faire un truc un peu sous le manteau, tu auras un jet plus difficile parce que tu es dans ce quartier-là spécifiquement. Et en plus, je rebondis sur cette règle particulière, elle sert le propos à plusieurs niveaux parce que, bah, effectivement, tu vas pouvoir décrire des quartiers avec des espèces de petits bonus, malus un peu simples. Et puis, Damnation City te propose quand même de jouer une espèce de campagne de contrôle de territoire, quoi, où il faut aller grappiller, mettre tes marques, virer les autres vampires de ton quartier, etc. Et à contrario, se faire piquer des rues et tout. À partir du moment où tu commences à mettre ces règles-là sur des quartiers et sur des zones, tu te dis: «Attends, mais la zone où il y a les bonus sur les manipulations financières, moi je la veux parce qu'en fait, c'est là où je peux me faire de l'argent, c'est là où mon personnage y trouve quelque chose». Donc en fait, non seulement ça sert, ça décrit un certain quartier comme étant propice à telle ou telle action, mais en plus, ça te rend ces quartiers un petit peu palpables et tu as envie d'aller les chercher ou tu as envie de les défendre ou tu te dis: «Bon, celle-ci, on peut le laisser». Enfin, tu commences aussi, cette espèce de jeu qui est, bah, ce jeu de politique, de contrôle, d'intrigue et cetera que te suggère Vampire, et Damnation City, moi en particulier. Ce qui fait que cette règle, elle est assez simple en plus en apparence et finalement tu peux construire pas mal de choses dessus, sans que ce soit une règle très difficile. Donc moi je trouve que ça fait partie des choses, des outils qui sont intéressants à réemployer, si tu joues dans cette optique-là en tout cas, quoi. Ouais, je vois tout à fait la précision. Si tu joues dans le fait de vouloir aller capturer des territoires, il faut comprendre l'utilité d'aller chercher des territoires. Mais tu vois, même si tu n'utilises pas la règle bonus, malus systématiquement d'un quartier, parce que tu joues pas de cette manière-là, le fait que ce soit expliqué comme ça, moi personnellement, ça m'a un peu fait changer d'optique et j'ai compris ce que pouvait être l'utilité comment un quartier ou une zone d'une ville pouvait agir. Ça ne veut pas dire que ça va se transcrire forcément en règle, en bonus, malus, mais le fait que ça me montre ça, tu vois, ça m'a un peu inculqué cette notion de, ok, je peux faire agir la zone sur le joueur, même si c'est pas par une règle. Il y a quelque chose qui va... Et en fait, je l'ai toujours gardé. Et j'ai un autre exemple. Là, c'est quand on parle du quartier tel qu'il est. Ok, c'est un quartier, il est comme ça. Et puis, il y a un autre truc qui est expliqué dans le supplément. Ça, moi, j'ai adoré, je l'ai utilisé dans une de mes chroniques. C'est que ces éléments-là, ou je pense que c'est l'effervescence, je sais plus ce que c'était, ou la tension dans un quartier, ça peut évoluer. Ça peut aller vers le haut, ça peut aller vers le bas. Et donc, les quartiers sont potentiellement vivants.
et vont avoir un impact en fonction de ce que font les joueurs dessus. Désolé si je prends un peu de temps, mais c'est probablement l'élément le plus marquant pour moi dans le supplément, parce que je l'ai utilisé dans une campagne. Je voulais vraiment que dans Vampire, le fait qu'ils se nourrissent d'une certaine manière, c'est qu'ils aillent prendre le sang des vivants et tout ça. Si j'avais instauré une règle, enfin des règles, s'ils voulaient se gaver, les jets de chasse seraient plus compliqués parce que plus tu veux te gaver, plus il te faut du discret, ça prend plus de temps, il faut trouver la bonne proie, etc. Et plus il laissait des traces, plus parfois ça se passait mal, parce qu'en plus il était souvent affamé, tout ça. Plus il tuait des gens, potentiellement, ou plus il y avait des disparitions, plus la tension montait. Parce que oui, il y a des disparitions, donc la police est sur plus d'enquêtes, etc. Et je me disais, mais comment je vais jouer je vais montrer ça narrativement. Je peux pas faire tout le temps des flics qui viennent interroger. Enfin, ça n'a pas de sens. Simplement, en fonction de leurs agissements, les jets de chasse vont se compliquer pour refléter la tension qui monte dans un quartier ou le bordel qu'ils sont en train de foutre. Et pour moi, c'était thématiquement très approprié parce que ça me faisait penser un peu à Dracula, où quand il arrive dans la civilisation, c'est à Londres qu'il va d'ailleurs, si je ne m'abuse, Dracula. Je dis pas de conneries, j'ai un gros doute là. Dans le film, il me semble qu'il va à Londres en Mais vrai. même dans le livre, hein. Même dans le Ah livre. bah attends, lire des livres, par contre, c'est trop dur pour Non, moi. même dans le livre. Il va à Londres et il y a Sauf les livres de jeux de rôle. il y a il y a toute sa malfaisance qui transpire et qui corrompt un peu le tout autour de lui. Et je trouvais que c'était thématiquement très fort et en plus très utile pour que les joueurs ressentent ça. Et pour moi, pour eux, là, ça devenait de plus en plus difficile de trouver comment se nourrir. Plus ils foutaient le bordel, plus c'était difficile. Et c'est devenu un élément de tension et de gestion de la ressource qui était formidable pour servir la narration. Mais c'est là où, quand j'ai posé l'idée, en début de café JDR sur, c'est le supplément qui te renvoie à toi-même sur qu'est-ce que tu veux faire dans ta ville et qu'est-ce que tu veux jouer dans ta ville, je parle exactement de ce genre de choix-là, en fait. C'est ce genre de choix. Je voudrais qu'il y ait des quartiers qui deviennent des zones chaudes ou, des zones où ce soit plus facile de faire, des trucs. Quelle est la bonne règle à mettre parmi la collection de ce qu'on me propose et puis en prenant toutes les idées et tous les principes que je recueille dans ce supplément et que je recueille aussi dans le reste de ce que je connais. Et donc là, en fait, c'est la démarche, elle est exactement comme ça, quoi. C'est qu'est-ce que je veux pour mon environnement? Quelle est la bonne règle ou le bon système ou le bon mini-jeu à greffer pour pouvoir y aboutir, et puis voilà. Et comme le supplément te donne plein de petites pistes, c'est vrai que tu as pas mal d'idées, en fait. Tu as pas mal d'idées très, très concrètes, et même si tu reprends pas tout, même si tu reprends que le bout de cette idée-là, puis le bout de cette idée-là, puis le bout de cette idée-là, finalement, il faut juste que tu fasses la sauce, que tu as besoin, pour ton jeu à toi, et après tout le reste, tu laisseras, ça servira, plus tard ou ça servira pas. Mais il y a vraiment la question de ok, ah bah tiens, j'ai l'idée qu'on puisse mettre des trucs qui soient spécifiques à chacun des quartiers. Ah, c'est malin, ça m'inspire un petit peu, ça rejoint ce que je voulais faire. Enfin voilà, et donc c'est un petit peu l'aller-retour entre des systèmes de règles ou des systèmes de jeu ou des petits modules de jeu qu'on te propose, et puis toi, ton intention en tant que MJ qui va préparer ta partie, quoi. Ça me fait penser à un élément essentiel quand on crée une ville. Je vais m'écarter juste temporairement du supplément parce que ce que tu as dit m'y a fait penser. D'ailleurs, prenons même le supplément. Moi, quand je suis en train de le feuilleter, en fait, il faut pas tout prendre systématiquement. C'est vrai, ça serait vraiment une erreur. Je donne un exemple. Il y a les quartiers qui ont leurs caractéristiques en tant que tels, en tant que quartier. Puis il y a aussi des types d'ambiance qu'on peut appliquer au quartier en fonction de ce qui s'y passe. Ça commence à faire doublon. Puis après, il y a la même chose pour les lieux dits. En fait, si on commence à prendre tout, là, ça devient n'importe quoi. Et ça me fait penser, ça m'amène donc à un conseil que je pourrais donner et me donner d'ailleurs quand je crée une ville. C'est quand vous créez une zone, une ville dans laquelle vous allez faire jouer, il ne faut créer et apporter ces éléments dont on parle que s'ils vont être utiles dans le propos que vous servez. J'ai parlé de la politique tout à l'heure, là, j'ai parlé du triumvirat, tout ça. Si ça n'a aucun impact potentiel dans l'intrigue ou dans le type d'histoire qui va être racontée, vous emmerdez absolument pas, à mon sens, à créer ou à évoquer. Peut-être à l'évoquer parce que ça inspirera peut-être un des joueurs qui va aller gratter et finalement ça amènera une création, pourquoi pas. Mais
il faut pas tout créer, vouloir tout faire dans une ville, alors que ça ne sert pas forcément le propos. Si votre propos, c'est les guerres de territoire, comme tu le disais, Jean Dindon, bah oui, c'est très bien d'utiliser les aspects de tel quartier donne tel bonus, tout ça, parce que on va les utiliser. Si c'est pas ça le sujet, et que c'est plutôt comment vous gérez le bétail en tant que vampire, votre faim dévorante, la montée de puissance, bah, allez plutôt utiliser des règles de tension par zone, par quartier, ou même dans la ville au global, parce que vous n'avez pas besoin du détail des quartiers. Complètement, faut faire son marché, c'est le secret. C'est ça, c'est ça. Attends, je me D'ailleurs, perds. Vas-y. non, Pendant que tu j'allais réponds. dire que je pense que si tu, en plus, prends ce supplément et que tu appliques tout bêtement, tu as beaucoup trop de choses pour ce que tu as besoin de faire, peu importe ce que tu as besoin de faire. Donc je pense que vraiment le maître mot, c'est de lire ou de picorer dedans, de dire: «OK, de quoi j'ai besoin? À quoi ça m'aide? Est-ce que j'en ai besoin?» Et puis si on n'a pas besoin, effectivement, on met sous le tapis, on laisse sur une étagère et cetera. Mais étant donné qu'il y a une bonne idée tous les 10 pages, 3 bonnes idées, ça suffit pour avoir un setting qui est trop bien, quoi. Il faut juste avoir les 3 bonnes et bah, comme tu en as une collection, voilà, tu fouilles dedans, fouille. J'ai une question intéressante qui vient d'arriver sur le chat par rapport à ce qu'on disait. J'ai très envie d'y répondre, mais tu es l'invité, donc je vais te laisser la main. C'est Valentin qui demande, mais comment faire vivre la ville en dehors des PJ, ce qui était notre propos initial, et en même temps ne créer que ce qui est à propos par rapport à ce qu'on veut jouer. Je trouve que c'est bien comme question. Mais je vais te... Et bah, je vais répondre Vas-y. concrètement. Vas-y. Dans les settings urbains, moi, les choses que je trouve très importantes à créer, c'est notamment des tables aléatoires de rencontres. Ah mon Dieu. Et voilà, ça y est, je l'ai placé. Non, mais je dis ça complètement, enfin, ça répond pour moi complètement à la question. C'est que dans tel quartier, je me dis tel quartier, il a une ambiance particulière. Il faudrait que j'aie une dizaine de rencontres qui soient, voilà, qui soient pas forcément des rencontres hostiles ou qui t'obligent à réagir. Ou ça peut être juste utiliser la table des PNJ, comme ça, à chaque fois que enfin, la table des figurants, quoi. Il y en a une. Enfin, celle de ce supplément est très bien faite, mais celle de Vampire V5 est super bien faite aussi. Il y a une section qui s'appelle 50 victimes et tu tires, voilà, et tu tombes sur un urbexeur, un journaliste du paranormal, une personne qui s'est fait tromper, enfin voilà, tout un tas de tout un tas de personnes, enfin tout un tas de figurants qui décrivent beaucoup l'ambiance, qui décrivent beaucoup voilà, tout ça. Euh, et paradoxalement, tu as pas besoin d'avoir énormément de tables pour créer des situations intéressantes. Donc je pense que, je me suis un peu perdu dans le fil de mon propos. C'est normal parce que tu as parlé des tables aléatoires. Forcément, ça Ouais, c'est perd. sûrement ça. J'ai fait j'ai pris le mauvais embranchement de course-poursuite, pendant mon C'est un cul-de-sac. Mince, maintenant les chiens te courent après et tu ne peux plus fuir. Que fais-tu? Non, mais ne créer que ce qui est à propos pour ta ville, pour ton ambiance, c'est pas strictement que l'intrigue. Ça peut être qu'est-ce qui va m'aider? C'est quoi le minimum pour que ça m'aide à faire exactement ce que je veux? Moi, j'ai la table aléatoire de graffiti, par exemple. À chaque fois que tu arrives dans un endroit, je tire un graffiti au hasard. Et pareil, donc ça veut dire qu'en fait, cet endroit dans lequel on allait, il se trouve qu'il y a telle faction qui a écrit c'est chez nous, alors que c'était pas prévu. Bon, bah voilà, on rebondit à partir de ça. Donc voilà, moi les tables aléatoires et le fait de pouvoir reprendre beaucoup de choses qui sont listées, c'est aussi beaucoup d'idées en vrac que tu as au début, et en fait tu mets juste sur une table aléatoire et au bon moment tu tires dessus. Je suis parfaitement d'accord. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit la phrase, en fait, ce qui préparer ce qui est à propos, c'est préparer ce qui va m'aider. Et en fait, là, je suis totalement d'accord avec ça. Et ça me mène, moi, à ma propre réponse. Pour moi, il y a un truc, désolé, je vais le dire, je pense que c'est une erreur qui est souvent commise, notamment dans ceux qui créent des campagnes de type bac à sable, même pas forcément sur Vampire. Pas par tous, hein, mais je le vois assez souvent. C'est de créer des choses justement qui vont pas les aider. Je reprends mon exemple tout à l'heure. Passer 3 plombes à détailler la politique de la ville, alors que dans l'intrigue, au départ, ça veut pas dire que ça peut pas évoluer, mais en tout cas au départ, dans ce qui va débuter, il y a absolument rien de tout ça et ça n'a aucun impact sur les agissements des joueurs. En fait, là, c'est vraiment une perte de temps parce que ça va pas aider.
parce que c'est pas du tout ce dont on a besoin à ce moment-là et dans le propos que le maître du jeu et les joueurs sont en train d'essayer de servir. Ça veut pas dire que ça n'évoluera pas et qu'à un moment, il n'y a pas un des joueurs qui va dire « Tiens, moi, j'ai pas un contact politicien. Et là, on va commencer à pouvoir amener de nouvelles choses parce que ça va aider pour servir le propos que veut amener ce joueur. Et c'est pas parce qu'on prépare aussi... Donc ça, c'est mon premier point. Et c'est pas parce qu'on prépare ce qui est à propos dans l'immédiat que dans cet à propos, il n'y a pas plein de choses qui se passent avec des PNJ qui vivent leur vie, etc. Si le sujet, c'est les quartiers pauvres ou les favelas à Rio, par exemple, et les guerres des gangs qui s'y passent, par exemple, ça va être ça le propos. On va créer toute cette partie-là. Il y a plein de PNJ qui vont vivre leur vie, des factions qui vont vivre leur vie, qui vont être utiles. Donc il y a plein de choses qui se passent en dehors des PJ au sein même du propos qu'ils vont côtoyer. Alors que si c'est pas du tout le sujet, la politique des notables de Rio, si c'est pas du tout le sujet à un instant T, là c'est vraiment pas à propos et on s'en fout de savoir ce que fait le maire. Voilà, bon, bref, c'était... Donc voilà ma réponse, j'espère qu'elle est claire. Pour les outils un peu concrets, moi je suis comme toi, je prévois souvent le minimum et ce qui concerne directement le truc, mais il faut aussi savoir qu'une partie de jeu de rôle, surtout si c'est suivi sur plusieurs semaines, sur plusieurs sessions, tu la rencontres et elle évolue au fur et à mesure que tout ça se fait, quoi. Donc t'es très rarement dans un endroit où avec peu de préparation, tu te retrouves complètement coupé, enfin complètement sans ressources, quoi, à pas savoir quoi faire, à être obligé d'improviser, à pas avoir le bagage ou la préparation nécessaire. Ça arrive, moi ça m'arrive relativement peu. Par contre, je relis mes parties en me disant: «Bon, quand ils se sont baladés dans tel quartier, j'ai pas trouvé ça super vivant. Qu'est-ce que je pourrais ajouter dans ce quartier pour qu'il soit, plus sympathique?» Et c'est là-dessus que je tombe généralement sur: est-ce qu'il faudrait pas une table spécifique? Est-ce qu'il faudrait pas un petit générateur qui m'aide, qui moi, ne laisse pas cette création à ma simple imagination et je suis obligé de carburer, sur le moment où j'ai envie de faire vivre ce quartier, ou par exemple quand ils disent: «Ah bah, on va faire la planque, on attend pendant 1 heure». Soit je suis obligé de faire quelque chose sur le moment et donc je fais appel à mes capacités d'improvisation et peut-être que ce sera bien, peut-être que ça le sera pas et peut-être que s'il est 23h45 ce sera vraiment affreusement nul. Soit j'ai un outil pour m'aider à faire ça. Et donc c'est comme ça que tu choisis tes outils. Tu fais une course-poursuite, tu dis: «Elle était pas folle cette course-poursuite, comment est-ce qu'on pourrait faire la course-poursuite bien la prochaine fois? Ah mais attends, j'ai lu un supplément qui...» Enfin voilà. Ouais. Non, mais c'est exactement comme ça qu'il faut l'utiliser. D'ailleurs, je pense aussi, je me permets de le dire, entre parenthèses, je pense que notre conversation, c'est aussi comme ça qu'il va falloir l'utiliser. Parce que C'est ça. vous n'allez pas pouvoir tout prendre. C'est pas possible. Réécouter le podcast plusieurs fois, tous les 6 mois, et Voilà. cetera, ouais. Ça, vous allez Exactement. en mettre plein dans la poche de l'estat, tout va Mais bien. exactement, exactement. En même temps que tu parles, je tourne les pages, je redécouvre des trucs dans Supplément. J'ai vraiment plein de choses dont j'ai envie de parler. Je vais quand même me référer à nouveau au chat. Il y avait une question de Kaku qui demande s'il y a des trucs pour préparer de l'exploration. Toujours le chi pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec... Je vais me faire tailler en pièces. On n'explore pas, il n'y a qu'une seule ville. Non, mais blague à part, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des trucs pour l'exploration au sens strict, mais comme ça t'aide, je pense que c'est indirect. Tu me diras ce que tu en penses, Jean-Dardon. En fait, comme ça te permet d'avoir une zone, une ville extrêmement détaillée, et ça me mènera d'ailleurs peut-être à l'autre sujet que je voulais aborder. En plus des quartiers, il y a les lieux dits aussi, les lieux spécifiques. En fait, tu as beaucoup de choses à explorer, de facto. Mais, tu trollais, c'est pas grave. Je pense que c'est quand même, voilà, le troll va servir. Je vais, une fois de plus, tu vois, tes paroles vides, je vais en faire quelque chose. Je suis comme Midas qui transforme tout en or. Donc, je pense que si on veut, l'exploration, c'est quand on ne connaît pas, en fait, c'est le secret. Plus on va pouvoir approfondir une ville, plus il y aura des choses à explorer et à découvrir de facto. Je te laisse rebondir dessus parce que comme elle m'a fait prendre un chemin complètement alambiqué, voilà.
Plus on explore, plus on a de choses à explorer, c'est ça? Je sais plus. Non, il m'écoute pas en plus. Voilà, là, bon, je pense que je vais tout arrêter. Non, mais attends, Non, je vais il faut dire. lire le chat en même temps que lire Damnation City, en même temps que je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, je plaisante. Non, je dis juste que, en fait, sans parler d'exploration, en fait, il n'y a même pas de travail d'exploration à faire. Ce qui va servir l'exploration, c'est d'avoir un monde détaillé avec des choses à explorer. On n'a pas besoin de penser exploration. Et ça me mène. Voilà, je vais t'aider. Puisque vous suivez rien, je vais faire le travail. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu dans Damnation City, et dans ma vidéo sur créer sa ville, j'en parle. Au-delà des quartiers, parfois c'est dur de donner une ambiance à un quartier parce que c'est vaste, un quartier. Et ben dans Damnation City, il y a toute une liste, une ribambelle, c'est axé contemporain, hein, mais de lieux spécifiques. Et moi, je trouve que ce qui donne l'âme à un quartier en jeu de rôle, c'est un ou deux lieux notables de ce quartier. Et c'est pour ça que moi, quand je construis une ville avec une notion de quartier, je vais toujours rajouter un ou deux lieux par quartier qui vont lui donner sa saveur. Et c'est les lieux du quartier qui vont donner la saveur en plus des habitants. Euh, et des lieux qu'on peut explorer en l'occurrence. Qu'en penses-tu, Jean Dindon? As-tu écouté cette fois? Non, j'ai bien écouté, j'ai bien écouté. Non, mais il faut des lieux, je suis d'accord. Et encore une fois, attends, malheureusement, mon mot de la soirée, c'est table aléatoire. Mais je trouve que. Non, 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 non. Mais Quel enfer! Non, mais en fait, ce qui est présent dans Damnation City a été repris dans la gamme de Vampire V5 et avec des trucs qui sont vachement bien. Il y a tout un tas de lieux qui sont décrits en un paragraphe, quoi. Et vraiment, t'as un endroit dans un supplément où tu en as 50, et moi j'utilise ça super souvent, avec mais vraiment tout un tas d'endroits qui sont très évocateurs en eux-mêmes, quoi. Tu vois, le lavomatique ouvert 24 heures sur 24, l'hôtel qui sert de maison, enfin pour les prostituées, le cybercafé, enfin tu vois, tout un tas de lieux qui sont des lieux que tu trouves que dans une ville, qui sont ouverts de nuit, enfin voilà, bref, des lieux de vampires, quoi, si tu veux. Et comme t'en as plein, ça veut dire aussi que si tu dis je me mets en planque pendant 1 heure dans ce truc-là, tu tires 2 lieux sur cette table et c'est ce qu'il y a dans la rue, tu vois. Et tu dis, bah voilà, tu vas pouvoir. T'attends, parce que t'attends que la personne sorte. Bon, en face, il y a le lavomatique, et puis un petit peu plus loin, il y a les néons hôtels, là, où il y a la moitié des lettres qui manquent, et puis celle du bas, elle clignote. Et ben, ta rue, elle ressemble à quelque chose, quoi. Parce que tu as tiré ces petits trucs-là. Donc dans Damnation City, tu en as plein. Donc dans la gamme de V5, il y en a. Mais peu importe le setting, c'est une mécanique que tu peux retrouver, quoi. Il y a bien sur Internet, tu dois trouver des trucs qui traînent dans les rues d'un setting médiéval fantastique. Je pense que t'en trouves plein, quoi. Donc le tout, c'est aussi de prendre les bonnes ressources pour ce que tu veux. Et voilà, j'en finis. Bah, tous ces lieux, ils sont censés aussi t'évoquer un certain feeling, communiquer une certaine ambiance. Enfin, ou alors toi, le fait de les passer par ton intention esthétique que tu as pour ta partie, ça devrait déjà donner quelque chose, quoi. Et il y en a vraiment plein. Il y a des trucs. Pour le coup, alors, je vais pas aller sur les tables aléatoires, mais même si tu t'en sers pas, en fait, ça inspire vraiment. Je pense que ce supplément, tu peux le feuilleter, même juste pour trouver l'inspiration. Et il y a un élément de plus pour rester sur ces lieux. Et en plus, je suis tout à fait d'accord quand tu dis, ouais, tu as besoin d'une rue, comment je la peuple de lieux, que tu les aies aléatoirement ou que tu les choisisses, à la limite, peu importe. Et ça va donner du mouvement. Parce qu'à partir du moment où tu poses des lieux dans cette rue, ça donne tout de suite des choix aux joueurs, surtout s'il y a une optique. Voilà, dans Vampire, tu dois aller cultiver des territoires, etc. Donc il y a une raison. Ça te fait des lieux à explorer, ça te fait des endroits où aller, ça te fait bouger, et ça donne vraiment l'impression qu'on se balade dans une ville. Et je pense que quand tu fais une campagne ou un scénario qui se passe dans une ville, il faut qu'il y ait cette sensation de marcher dedans, de repasser devant des lieux connus, tu vois, ce genre de choses. Et je pense que le fait de peupler ta ville de lieux comme ça aide énormément. Et j'ajouterai un dernier point qui vaut aussi pour les personnages, parce qu'il y a aussi une liste de personnages. Il y a plein de suggestions d'intrigues, ou en anglais, des plot hooks, des accroches pour tous les lieux. Et ça prouve une chose quand même,
ça rejoint un peu un truc que je disais tout à l'heure, à mon avis, car il faut bien que je me donne raison, c'est que les lieux, les zones, tout ça, à eux seuls, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un mouvement, une intrigue principale, secondaire, on s'en fout, qui soit généré par ce lieu ou qui amène les joueurs à ce lieu. Parce que s'il est juste là pour être là, il sert à rien. Il faut lui donner une vie. Je suis d'accord qu'une idée de truc qui se passe, ou même le PNJ random que tu vas rencontrer, avoir une petite idée de ce qui se passe derrière sa tête, moi je trouve que je trouve que ça t'aide beaucoup à avoir toute la vraisemblance, quoi. Il y a une personne, Christian Lehmann, je crois, qui a une conférence quelque part sur YouTube, dans lequel il dit lorsque vous êtes MJ, vous interprétez l'aubergiste. L'aubergiste, vous êtes un instant dans sa vie, mais lui, il en est le personnage principal. Et je trouve il donne un truc très, très vrai, quoi. Il dit l'aubergiste, il est en train de laver son verre, il est en train de te servir une bière, mais il a sa vie à côté, il y a des choses qu'il veut, il y a des choses il est peut-être inquiet pour quelque chose, il est peut-être. Enfin voilà. Et il te dit juste tout PNJ que tu rencontres est le personnage principal de l'histoire de sa propre vie. Et il faut savoir le véhiculer. Donc quand tu dis il y a des plot hooks et des trucs comme ça te sert exactement à ça, à mon avis, tu vois. Il y a des joueurs aussi qui se vivent comme le personnage principal. Mais bon, passons. Pas que des joueurs, il y a des personnes dans le monde réel qui pensent qu'ils sont. C'est ça. Ils créent des Discord et tout, non mais. C'est terrible. Vraiment la pire espèce. Là, ceux-là, ils sont détestables. Ils font ça que pour l'argent en plus, c'est vraiment honteux. Mais oui, mais moi je vais étendre le truc, je vais peut-être me répéter un peu, mais je pense que c'est un élément essentiel, encore une fois, quand on crée une ville, quand on crée une zone de jeu. Il faut qu'elle vive tous les lieux dits, les quartiers. Dans Damnation City aussi un truc qui s'appelle les sites. Alors, je vois pas trop la différence entre les lieux dits et les sites, mais bon, à la limite, peu importe. C'est des trucs peut-être encore plus petits, plus spécifiques, j'en sais rien. Mais en réalité, ils servent pas à grand-chose s'il s'y passe rien, si on n'a rien à y faire, même si c'est pas des trucs majeurs. Moi, je me pose toujours la question quand j'ai des lieux comme ça créés dans une ville, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place qui pourrait donner envie aux joueurs d'y aller? Pas juste parce qu'ils sont là avec une enseigne. Est-ce que, je sais pas moi, ils ont un pote qui travaille à tel endroit, puis s'ils ont un jour ils ont besoin de quelqu'un, ils pourront aller là-bas. Est-ce que la personne qui cherche fréquentait tel endroit? Ou est-ce que ce lieu-là, ça pourrait leur être utile pour tel objectif qu'ils se sont fixés? Tu parlais des finances tout à l'heure, blanchiment d'argent, que sais-je, ou ils ont besoin d'un quelqu'un qui peut leur faire gagner de l'argent et donc ils veulent le transformer en goule, j'en sais rien. Mais ça se travaille en fait. Pour cette fameuse question que j'adore, à quelle fin? Pourquoi on crée ce lieu? À quoi il va servir? Ça va être quoi le rôle du lieu ou du quartier dans le grand ensemble que je suis en train de créer, à savoir la ville? C'est quoi sa place dans cet univers-là? Presque les voir comme des personnages, en fait, les quartiers et les lieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je trouve que c'est. Alors, je suis très d'accord sur les voir comme des personnages. Enfin, c'est En fait, il faut pouvoir les décrire comme des personnages ou les personnifier sous certains rapports, mais il faut pas non plus leur donner des trucs de protagonistes, quoi. Faut pas non plus que ça prenne trop de place. Je sais pas, il y a un truc qui frotte un petit peu quand je me dis mon quartier est un protagoniste ou ma ville est un personnage ou ma ville est un personnage. Je sais pas où je vais avec cette réflexion. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Mais non, mais c'est pas grave, parce que tu sais, moi, j'aime bien que la ville. Après, c'est une métaphore. La ville est un personnage. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle semble vivante. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Ma ville est un personnage. Évidemment, ça va pas être un protagoniste au sens strict du terme, mais elle va sembler vivante. Elle va être un personnage passif de l'univers, d'une certaine manière. Enfin, Ouais, tu cites souvent Notre-Dame de Paris, je crois, dans tes oui, capsules. j'hésitais là, je l'avais. Voilà, je le fais pour toi. Merci. Vas-y, passe décisive. Mais oui, c'est ma grande référence pour ça, parce que c'est vraiment la personnification d'une ville. Pour autant, oui, on sent que cette ville est tangible, elle est presque, on va dire, organique dans son roman,
mais elle prend pas non plus la place des protagonistes. D'ailleurs, les protagonistes, ils l'occupent, et c'est par les actions des protagonistes et des antagonistes qu'en réalité, on va sentir les contours de cette ville-là. C'est pour ça que je dis que pour moi, les lieux, les décors, on doit avoir des raisons de s'y frotter, d'y être amené, parce qu'on va y vivre des choses, et c'est ça qui va leur donner cette vie-là. Le fait qu'on ait des choses à faire dans ces lieux par rapport à ces lieux. Ouais, mais il y a un truc sur les lieux qui ont du répondant par rapport à l'intrigue, par rapport aux personnages, quoi. C'est, Batman, il est au milieu de Gotham City et c'est pas pour rien parce que Batman, c'est le justicier et Gotham City, c'est la ville de l'injustice, quoi. C'est la ville où, il y a de l'injustice à tous les niveaux, il y a de la corruption, il y a, tu vois, et ce truc, cet environnement est une espèce de miroir aussi, thématique, quoi. Mm. Tu prends Gotham et tu l'envoies dans une autre ville, à Miami, Oui, bah, c'est beaucoup moins drôle. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah justement, dans ce cas, bah ça, c'est un élément très intéressant. Et je trouve que justement, le supplément l'exprime bien. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt au début. La ville doit être, et c'est pour ça que je parlais de servir le propos tout à l'heure. Souvent, le propos initial, avant même l'avant-propos, c'est le thème. Et je pense que la ville, quand on la crée, ces quartiers, tout ça, doit être, enfin doit, peut et devrait être un reflet du ou des thèmes qui sont abordés. Je pense que c'est vraiment important. Je te laisse réagir là-dessus avant d'aller plus loin, sinon je vais partir en diatribe. Ah, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai souvent, enfin, voilà, je joue beaucoup à Vampire la Mascarade, mais j'ai beaucoup l'image de, la ville qui est une machine gigantesque qui écrase, tu sais? Qui broie et qui est construite sur le fait de broyer les trucs et c'est très thématique avec le fait qu'à Vampire la Mascarade, tu joues des nouveau-nés, donc des vampires pas très puissants, et qui vont être victimes bah, du tiraillement de la hiérarchie autoritaire, du totalitarisme de l'ordre, de l'ordre vampire, ou alors qui vont devoir aller vivre en marge et du coup faire, énormément enfin, être un peu comme des parias, ou alors essayer de trouver leur voie par rapport à tout ça. Mais il y a toute la thématique vraiment de la ville qui broie quoi, si tu veux, et qui est aussi le thème des histoires qui s'y passent, quoi. Donc moi, je te rejoins complètement sur les thèmes et des choses que tu dois penser à très haut niveau et qui ensuite doit redescendre jusqu'au décor, contre lequel tu interagis, quoi. Avec lequel tu interagis. C'est-à-dire que la ville des personnes broyées, c'est, la ville avec, des sans-abri dans les rues, c'est, la ville avec, je sais pas, tu sais, les journaux qu'on achetait parce qu'ils servent plus, parce que de toute façon l'information est déjà obsolète, et donc c'est tout ça quoi, si tu veux. Donc moi je suis très, très d'accord avec le fait que si tu penses ta ville à très haut niveau et que tu penses tes thèmes à très haut niveau, tu peux le faire descendre jusqu'à ton décor dans tous les détails de ton environnement, quoi. Je ne sais pas si ça fonctionne avec tout le monde, mais je pense que c'est vraiment une bonne méthode quand tu veux penser à créer tes lieux, tes quartiers, je vais pas dire que tu manques d'idées, mais que tu veux t'inspirer, ben, va chercher dans les thèmes que tu veux aborder. Qu'est-ce que, avant même de penser au lieu en fait ou au quartier, quels sont les thèmes que je veux aborder auxquels je veux exposer les joueurs à un moment donné, pas forcément immédiatement d'ailleurs. Ah ben il y a celui-là, celui-là. Et ben les matérialiser en quartier ou en lieu. Je trouve que c'est super parce que si tu es inspiré par des thèmes, ça va t'aider pour créer les lieux. Tu vas puiser de l'inspiration là-dedans. Et je sais pas si ça peut se faire dans l'autre sens. Sans doute que ça peut, rien n'est impossible, mais c'est c'est peut-être moins évident, encore que quand on feuillette le bouquin et qu'on trouve certains lieux, ça donne des idées de thèmes aussi quand même, hein, clairement. Donc je pense que ça peut se faire dans les deux sens. Ouais, tu peux le faire par quartier, je pense, par exemple avec des couleurs, tu peux te dire, tu vois, tu as le quartier des bars, le quartier de la vie de nuit, ce serait le quartier, avec la couleur rouge, tu mets le quartier, la tour, du pouvoir, ce serait tu vois, le jaune, quelque chose de très brillant, le quartier des docks, ce serait le bleu, et si tu fais une image mentale comme ça de comment est-ce que tu organises tes trucs dans ta ville, tu peux faire, rien que le fait de toi l'avoir internalisé, la manière dont tu vas décrire, même si tu dis pas tout le temps, sans dire tout le temps le nom de la couleur, si tu veux, si tu y penses suffisamment fort,
Même sans le dire, tout le monde va l'entendre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, non, mais c'est très vrai. C'est un truc qui est éminemment présent d'ailleurs dans Vampire au sens large. Alors, pas forcément bien expliqué, mais le thème, c'est un truc qui revient dans tous les bouquins Vampire. On t'en parle Ouais. beaucoup du thème. On ne dit pas forcément comment bien l'exploiter, mais ce supplément, en tout cas, le fait très bien. D'ailleurs, il y a tout un passage sur les ambiances, justement, l'atmosphère de la ville, des quartiers. Et je pense que ça, c'est. Ouais, je suis en train de redécouvrir en même temps. C'est vraiment hyper important. D'ailleurs, il y a un autre truc que je voulais aborder. Si je vais trop vite, tu peux me retenir, hein, qui va rester dans le thème, littéralement. Il y a tout un passage, d'ailleurs, qui est assez probablement au début du supplément. Dans Vampire, pour ceux qui ne savent pas, une des figures les plus importantes, c'est le prince, qui est en gros c'est le chef vampire d'une ville. Alors, Le big le boss. big boss. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas forcément toujours le plus puissant. Il y a plein de variantes. Mais justement, même s'il n'est pas le plus puissant, justement, si le personnage, le prince, par exemple, est faible, en lui-même, ça dit quelque chose. Et au début de ce supplément, il y a toute une liste, toute une présentation, et là, par contre, c'est très, très détaillé, de différents princes qu'on peut placer dans une ville. Et avec vraiment moult détails, ils sont tous très différents. Et ces personnages-là vont donner une tonalité, puisqu'ils sont vraiment très importants dans une ville de vampires. Ils vont donner le la, la tonalité vraiment dans la ville. Et après, je te laisserai répondre là-dessus. Je pense qu'on peut s'en servir pour des tas d'autres univers. Il y a certains personnages, PNJ, qui sont si intimement liés au thème de la ville qu'ils peuvent en devenir les vecteurs. Ouais, je suis d'accord. Ouais, parce qu'en plus, le prince vampire, on imagine qu'il y a un seul archétype, mais ouais, là, il en donne vraiment, il le décline, je crois, il y en a une dizaine, et c'est assez impressionnant d'ailleurs à lire de dire l'exercice l'exercice d'avoir imaginé un maximum d'archétypes de princes différents. Ouais, il y a celui qui est un leader inspirant, il y a celui qui gouverne par l'autorité, il y a celui qui entretient le bordel dans sa ville parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il maintient le tout. Enfin, il y a vraiment que des bonnes idées. Et oui, je suis d'accord. Et puis en plus, Vampire étant fait ainsi, que c'est un espèce de truc féodal, et d'ailleurs c'est un thème du jeu, quoi. Ouais. Ce que tu mets tout en haut, bah ouais, donne effectivement énormément de ton. Je suis d'accord. Et ça veut bien dire autre chose, c'est qu'on parle beaucoup des lieux, mais en réalité, je crois que j'en parle aussi dans ma vidéo là-dessus, mais quand tu fais des lieux, alors il y a, là le prince, il occupe la ville. Là, il n'est pas attaché à un quartier, souvent c'est la ville. Il est la ville. Mais même dans les lieux, en fait, autant les lieux vont donner leur caractère au quartier, autant c'est le ou les personnages qui occupent ces lieux qui vont donner leur caractère au lieu. Ouais, je comprends. Il y a c'est les auras des différentes personnes qui rayonnent ou sur le quartier, ou sur toute la ville, ou sur le lieu, ou sur. Ouais, je comprends. C'est souvent des gens. Tu parlais d'une auberge tout à l'heure et de l'aubergiste qui est le personnage principal de sa propre vie. En réalité, pourquoi on va se souvenir de cette auberge dans laquelle on a mis les pieds 5 minutes? Ben, ça va être grâce à la conversation qu'on a eu avec l'aubergiste, ou peut-être avec un des clients réguliers de l'aubergiste, ou grâce à un événement qui se produit dans l'auberge, mais qui va impliquer des gens. Et je pense que quand on crée une ville, ça peut être je réfléchis tout haut, mais ça peut être une bonne méthode de se dire, je commence avec mon thème, ensuite, peut-être je me crée un personnage extrêmement emblématique du thème de cette ville, là le prince dans le cas de Vampire. Ensuite, je vais me créer mes quartiers avec mes ambiances. Ah, qu'est-ce que je veux comme ambiance dans ce quartier? Grosso modo, hein, pas forcément dans le détail. Dans chaque quartier, je vais poser un ou deux, voire trois lieux qui m'intéressent. Et pour chaque lieu, je vais poser un ou deux personnages dedans qui ont une petite histoire, un tout petit truc. Et franchement, une fois qu'on a fait ça, juste ça, on fait ça pour 5 quartiers, mais il y a déjà énormément de matière. Et je rajouterais que chacun des personnages doit vraiment rayonner sur son environnement. Tu sais, tu as l'espèce de truc de description. Si tu décris le bureau du professeur, en fait, tu décris le professeur. Donc en fait, si tu décris le Ouais. quartier, tu dois décrire celui qui a son influence sur le quartier. Et si en décrivant la ville, tu décris son prince. Tu vois, c'est un petit peu
les boîtes emboîtées les unes dans les autres. Si jamais tu rentres dans une auberge, que l'aubergiste est un vieux militaire, bah, son auberge elle est très bien tenue. Il n'y a pas une seule table qui est bancale, tu vois, ça fait partie du truc. Donc je pense qu'il faut aussi, enfin ton truc de PNJ ça marche très bien, et il faut pas oublier que les PNJ se reflètent sur les lieux et inversement, quoi, enfin que l'environnement sert aussi de miroir aux personnages qui les peuplent, quoi. Bah, en fait, complètement, on disait tout à l'heure, la ville, c'est un miroir du thème qu'on a choisi. Et ben en fait, les lieux au sein des quartiers de la ville sont des miroirs des personnages qui les occupent. Et à mon avis, c'est une très bonne idée de le dire comme ça, parce que ça peut vraiment faciliter la vie de ceux qui... Parce que mine de rien, l'effort créatif pour construire une ville, des fois, tu peux avoir le phénomène de la page blanche. Tu peux te dire, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que quand tu as un personnage qui t'intéresse, tu le places dans un lieu, ça va être beaucoup plus facile de se dire, tiens, bah, je vais lui créer un bureau, et le bureau, il va refléter sa personnalité. Tout de suite, ça te donne de la matière, en fait, en capitalisant sur les personnages que tu mets. On peut peut-être plus partir dans ce sens-là, en fait. On dit, OK, il y aura tel lieu, on le décrit pas, OK, il y aura, tu disais tout à l'heure, je sais pas, une boîte de nuit ou je sais pas quoi. À l'intérieur, je mets tel personnage, je le développe un peu, et ensuite, je suis capable de développer le contenu de ma boîte de nuit parce que je vais en faire le reflet de ce personnage. Bon, ça devient un peu les poupées russes, mais c'est pas grave. Non, mais complètement. Et c'est pour ça. Alors, moi, j'aime beaucoup cette réflexion, et c'est pour ça qu'en parallèle, je mets aussi de l'entropie avec les tables aléatoires. Non, mais, mais en fait, en rajoutant. Qui l'a payé? Qui l'a payé? Non, mais le fait de donner. Le fait d'avoir des petits accros dans cette espèce de truc un petit peu bien ordonné, ça te permet aussi de donner de la nuance dans tout ça, tu vois. De dire, ok, cette auberge qui est bien tenue, il y a quand même un type qui fout la merde et qui visiblement est accepté. Cet aubergiste, il serait peut-être pas un peu plus complexe que ce qu'on pensait au départ, finalement. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup rajouter de l'entropie dedans, pour ne pas que tout soit trop clean et tout soit trop ordonné, quoi. Pour rajouter un petit peu pour donner de la vie aussi, parce que bah, les PNJ, enfin toute personne est complexe, tout PNJ est complexe par ses propres contradictions, etc. Donc c'est aussi aller à contre-pied de toute sa vision en y insufflant à un moment donné moi je matérialise ça par de l'aléatoire, mais c'est aussi peut-être juste se forcer à rajouter des choses qui ne devraient pas être là, ou qui en apparence ne devraient pas être là. Tu veux dire, donc, créer des contrastes par rapport à l'ambiance globale d'un environnement, d'un lieu? Parce que ça Oui, par m'intéresse, mais exemple. si tu pouvais donner quelques exemples. Bah, mettons qu'il y a le quartier résidentiel, celui de la famille dans Beethoven, tu vois, avec toutes les maisons qui sont pareilles, avec le petit garçon qui lance les journaux sur toutes les pelouses le matin, là. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ce quartier, il est super lisse parce qu'il est fait pour ça. Mhm. Mettons qu'il y a, je sais pas, une personne qui a une influence sur ce quartier. Je sais pas, celui qui organise la fête des voisins, tu sais, qui veut que tout soit bien. Non, mais et du coup, ce quartier, tu vois très, très rapidement où il va. Par contre, si tu rajoutes qu'il y a quelque chose qui n'a rien à y faire, au milieu de tout ça, il y a une vieille usine désaffectée dont on n'a pas réussi à racheter le terrain, etc. Enfin voilà, il y a un truc qui est bizarre, où il y a une maison hantée, enfin je sais pas, il y a et ben tout ce quartier devient beaucoup plus intéressant, parce que ce quartier, tu disais, ok, je le vois, il est très archétypal, il va dans un sens, quoi. Mais il y a quand même un truc qui fait s'arrêter 2 secondes et qui te dit: «Attends, ce quartier, il est peut-être un petit peu plus profond que ce qui était prévu au départ, quoi». Et donc moi, j'essaye de trouver des mécanismes pour me forcer à ne pas faire que du stéréotype, tout simplement, enfin voilà, que d'aller dans un seul sens à chaque fois. Eh ben, ça me donne une autre idée, parce que là, tu parles donc dans la création initiale de créer des contrastes dans tes quartiers. Moi, je me dis que justement, c'est là, enfin, l'un des intérêts d'avoir une ambiance qui est bien tangible, bien comprise, bien véhiculée dans des quartiers, dans des zones, parce qu'au cours d'une campagne ou d'un scénario, justement, ce que tu décris, ça peut arriver à un moment
ton quartier tout lisse là. Bon, il est tout lisse, ok, on y va souvent, il est tout lisse, tout ça, on s'habitue. Et quand c'est clair, l'ambiance du quartier, on la comprend réellement. Et le jour où il y a un truc qui détonne dans ce quartier, même si en temps normal, ça n'aurait pas, voilà, c'est pas une scène d'action, c'est pas un truc qui explose, c'est pas. Les joueurs, ils vont se dire, attends, quoi? Qu'est-ce que t'as dit là dans ta description? Ouais, ouais, non, mais je confirme, il y a ça. C'est bizarre, ça, on est d'accord. Je sais pas, tu vois, en fait, parce qu'on a bien véhiculé le thème principal ou l'ambiance majeure d'un lieu, dès qu'on va y mettre quelque chose qui contraste au cours du jeu, ça va attirer l'attention. Et je pense que ça, c'est du meilleur effet. Et oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais ça veut pas dire de l'introduire tout de suite ou l'introduire à une grande échelle, mais oui, je suis d'accord que. En fait, et c'est même le moment où tu te dis c'est quoi ce quartier exactement? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pensait? Donc ça, c'est pour aller dans ton sens. Mais effectivement, et je trouve que le fait de prendre ses propres choses à contre-pied, on pourrait croire que dans un setting, ça génère de l'incohérence, et je trouve que c'est exactement l'inverse, quoi. À partir du moment où on s'est tous dit qu'on se racontait l'histoire de ce quartier, que c'était un quartier lisse, le jour où il a pas l'air d'être si lisse que ça, c'est beaucoup plus. Ça n'en est que plus vraisemblable, alors qu'on pourrait se dire qu'on est en train de se tirer dans les pieds, et je pense pas. Et justement, question, parce que tu parles de l'histoire de ce quartier. On parle beaucoup d'architecture, d'ambiance, de personnages qui peuplent un quartier, une zone, un lieu. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire, ou peut-être pas nécessaire, mais intéressant, de connaître l'histoire d'un lieu, d'un quartier, d'un PNJ emblématique de tel lieu? Parce que tu vois, là, je suis en train de feuilleter le supplément. Pour certains personnages et certains lieux, ou quartiers plutôt, il y a l'histoire du quartier. Est-ce que c'est nécessaire pour lui donner de la profondeur ou pas? Pour le comprendre? Je pense que c'est je pense que c'est bien. Ah. Bah, la question, c'est est-ce que tu en as besoin? C'est vraiment ça, c'est est-ce que tu en as besoin? Et généralement, moi, je le fais pas. Ou alors parce que je sais que si jamais la question vient au cours du jeu de: «Mais attends, c'est quoi ce quartier? C'était quoi avant?» Je pense que je pense que j'ai suffisamment de capacité d'improvisation pour dire, «Ah bah, parce qu'en fait, voilà, c'était ci, c'était ça». Tu trouves des débuts de réponse que tu creuseras, et après toi tu y réfléchiras plus tard. Cela dit, avoir des petits éléments, qui te permettent de t'ordonner toi dans ta tête l'histoire de ce quartier, rien que savoir un ou 2 trucs dessus, ça te permet de savoir, ça te permet toi d'avoir une espèce d'idée, quoi, mais je pense qu'il y a pas besoin de développer beaucoup. Il y a un jeu génial d'Emmanuel Garby qui s'appelle Hollywood, qui se passe dans un espèce de Los Angeles dans lequel il y a des démons. Et donc c'est vraiment le Los Angeles des années 50 avec des démons, à la place des parrains de la mafia, à la place des gros bras, et à la place, je sais pas, enfin voilà, en fait, parmi tous les habitants, il y a des démons, il y a des gens qui viennent des enfers, si tu veux. Et cette ville a été expliquée très simplement en une page au début, en disant bah, c'est une ville comme n'importe quelle ville américaine qui a essuyé des vagues d'immigration successives, avec bah, d'abord les Irlandais, puis les Italiens, puis les Chinois, puis enfin voilà. Et donc toutes ces communautés se sont mises à vivre ensemble, et quand les démons sont arrivés, bah, ils les ont intégrés comme les autres. Et c'est très très fort. D'accord. Mais en fait, c'est très très fort que la ville soit construite comme ça, et t'as pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Quand tu vas être dans un quartier, tu vas te dire: «OK, j'ai la thématique de ma ville, je comprends, tu vois, un espèce de truc sous-jacent». Tu vas te poser la question de l'histoire du quartier. Tu vas déjà avoir des débuts d'idées parce que tu as posé ce truc-là au départ, tu vois? Si tu dis: «On est dans ce quartier, c'est quoi l'histoire de ce quartier?» Bah, tu dis: «Bah, c'était un quartier avec les premières communautés irlandaises qui se sont mis à cet endroit-là. C'est pour ça, qu'il y a historiquement, des pubs, je sais pas, tel type de commerce ou je sais pas quoi». Heu, mais en fait, toi, tu as juste défini au début que c'était, enfin que ta ville était construite comme ça, temporellement, juste sur une idée, quoi. Donc je pense que prévoir l'histoire d'un quartier, l'histoire d'une ville, l'histoire d'une zone, ça peut être un outil important, mais je pense que c'est pas nécessaire d'en faire 10 pages et de tout Hmm. décrire date par date et tout et cetera. Moi, je le ferais pas en tout cas. Non, Enfin, non. déjà, j'aurais pas le courage, mais Non, je non, pense moi non que tu en plus. as pas besoin, quoi. Non, je pense que c'est pas indispensable, mais c'est vrai que comme tu l'expliques, ça
ça peut constituer une source d'inspiration. Moi, je vois ça même pas trop forcément dans les lieux, mais dans ce que j'appelle les toiles de fond. Quand je comprends ce qui s'est passé avant, c'est vraiment une source, je vais pas dire inépuisable, mais une source très fertile d'inspiration pour des problématiques courantes. Parce que souvent, le passé est ce qui génère forcément les sujets immédiats. Donc je dis pas, évidemment, il ne faut pas le faire pour chaque quartier, chaque lieu, parce qu'on s'en sort plus, ça devient n'importe quoi au bout d'un moment. Mais avoir un bout d'histoire quelque part, peu importe où, hein, parce que pour un quartier, ça donne une sorte de profondeur. On utilise une autre dimension, hein, le temps, et ça ajoute d'autres éléments dans lesquels on peut puiser. Donc c'est pas indispensable, mais ça peut aider. Donc voilà, faut pas hésiter quand on a une idée particulière. Ouah, en fait, je réfléchis tout encore une fois. Si le quartier que vous avez créé, en réalité, votre première source d'inspiration, c'était oh, et si ce quartier, c'était l'endroit où 200 ans auparavant ou 300 ans auparavant, peu importe, on brûlait les sorcières. Bon, en fait, l'idée de base, elle est ancrée dans l'histoire. Donc là, ça peut être intéressant de développer certains éléments d'histoire qui vont avoir un impact. Si au contraire, la source d'inspiration de base pour créer un quartier, c'est une situation immédiate, tu parlais de, je sais plus, la centrale ou je sais pas quoi, d'énergie, en fait, est-ce qu'elle doit fermer ou pas? C'est un débat politique dans la ville, c'est une problématique courante, on n'a pas besoin d'aller se plonger dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, oui, je suis d'accord. Et après, faire beaucoup de matériaux historiques sur ta ville, ça peut être un bon outil si tu as décidé que c'était une ville qui était, tournée vers le passé ou qui était en déclin ou qui était, tu vois? Si ça a vraiment une bonne raison d'être dans ta manière Hmm. de construire les choses, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis en train de lire ce qui est sur le chat. Je fais une micro-pause. Sur les Ah questions ouais, de Valentin. Sinon, moi, j'avais une question, pour ouais. toi, mais, comme dans l'ordre que tu veux. Eh ben, vas-y, pose ta question. Pose ta question. J'allais te parler de la campagne, Au nom des pères et je l'ai pas écouté, mais je sais que c'est un setting, urbain, et cetera. Je voulais savoir avec quoi tu étais parti, toi, sur cette ville qui visiblement vous avez occupé, 20, 25 sessions, enfin voilà, Ouais, dont je 22. suppose que vous sortez pas beaucoup, quoi. Non, il y a quelques petites sorties, mine de rien, dans des zones satellites, quand même. Il y a une sortie dans un château à quelques jours de marche, dans une petite ville, ou deux même petites villes. Donc il y a quelques petites sorties quand même. Ouais, un certain nombre. Mais non, oui, c'est Mais très qui important. finissent par revenir, quoi, c'est Oui, ça? bien sûr, bien sûr. Qui te renvoient dans la ville. C'est Absolument. le Oui, oui. c'est le trope du roman noir, tu sais? Le roman noir, ça se passe toujours dans une espèce de grande ville Ouais. et à chaque fois que tu sors, c'est la campagne et finalement ça t'y ramène. Mais bien sûr, mais C'est toujours absolument. le truc. On voit bien, je joue sur les mots, mais effectivement, on sent bien que l'astre principal, c'est la ville, et tout ce qu'il y a autour, c'est des satellites qui ont leur impact, hein, mais pour faire sortir, respirer un petit peu, mais après on replonge. Bah justement, c'est marrant parce que quand je parlais de l'histoire, je pensais à cette campagne. Et quand je parlais de la toile de fond, je crois qu'il y a eu deux aspects principaux quand j'ai construit donc c'est la ville de Carnandras, hein. Elle s'est construite. Non, sur trois niveaux, pardon. Sur trois niveaux. Premier niveau, la toile de fond. Mais là, honnêtement, toute la campagne est construite sur cette toile de fond et sur l'histoire de ce qui s'est passé dans cette ville. Parce que tout part d'une rébellion qui a eu lieu, je ne sais plus, c'est 8 ans, 10 ans auparavant, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, il y a plein de secrets dans cette histoire qui pourront être utiles aux joueurs. Donc, elle est extrêmement importante, cette toile de fond. Et donc, l'histoire de Carnandras va lui donner une grande part de son identité. Surtout qu'il y a des PNJ qui sont placés là où ils sont du fait de l'histoire qui a eu lieu. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est le premier niveau qui est quand même là et qui m'a inspiré. Donc, puiser dans l'histoire pour générer des choses. Deuxième niveau, j'ai quand même fait, et justement, je me suis souvenu de Damnation City quand j'ai fait ça, j'ai créé des quartiers parce que je savais qu'on passerait du temps dans la ville. Je fais pas toujours ça, hein, mais là, c'était le cœur de la campagne. J'allais créer des quartiers avec leur identité propre. Et ce que j'ai fait, c'est écrire un tout petit, mais quelques lignes hein, sur l'ambiance de ce quartier et ce qu'il est, rien de plus, et lister
un, deux ou trois lieux évocateurs pour donner son caractère au quartier. En plus de ça. Pas tout de suite forcément les personnages, d'ailleurs, bizarrement, parce que je les ai créés plutôt les personnages par rapport à la toile de fond, justement, plus que par rapport au lieu même. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui va ajouter les gens, justement, c'est lorsque les joueurs, c'est arrivé à la troisième session, arrivent dans cette ville, il y a quasiment la totalité des personnages joueurs, à part une, qui ont vécu avant dans cette ville et qui ont donc des contacts, des gens qu'ils connaissent, de leur background, qui avaient certains postes et tout. Et quand ils ont commencé à me dire, bon, on arrive dans cette ville, c'était très ouvert. Hein. Et ils m'ont dit, bah voilà ce qu'on aimerait faire, ça, rendre visite à tel personnage, voir ce qu'il est devenu, blablabla. Ils m'ont fait toute une liste. Et je suis parti de ce qu'ils m'ont dit pour me dire, ok, ce personnage-là, il était comme ça il y a 8 ans, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Et je les ai placés dans la ville, avec tout ce qu'il y a autour, tous leurs enjeux, est-ce qu'ils ont des problématiques, et à partir de là, voilà, ça, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait 3 niveaux pour construire la ville. Est-ce que tu me permets de te troller, mon cher Lestat? Mais tu peux me troller, il n'y a aucun problème. Non, non, j'allais faire la réflexion que ta démarche de construction de la ville, de dire enfin les couches, il y a des événements d'histoire qu'on a prévus, puis après on fait des zones, puis on distingue des petits lieux. C'est exactement la manière dont tu t'y prendrais pour designer un donjon, par exemple. Mais très probablement, c'est pas du tout un troll, je parle régulièrement de ça. D'ailleurs, moi, j'adore la construction de donjons, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'adore, par exemple, le concept du donjon à 5 salles. Ok. J'ai même, d'ailleurs, sans même parler des villes, il y a des scénarios qui sont pour autant pas linéaires, oui, et où il n'y a pas de salle. On n'est pas dans un donjon, on est même dans une campagne, mais ils sont construits comme un donjon parce qu'il y a des zones, des quartiers, qui sont en fait des salles de donjons. Donc, Ah, je suis un peu déçu, je penserais que tu serais totalement imperméable à l'idée et tout. non, pas Non, du pas du tout, tout. pas du Pas tout, du tout. mais Pas du non, tout. pas du tout. Même si, allez, je vais te donner un petit peu ce troll-là. Merci, même si je pense que autant j'ai certains trucs qui sont créés vraiment presque comme des donjons, des scénars où il y a un cadre, mais en fait, on ne le voit pas que c'est un donjon, mais c'en est un. Autant dans la ville, quand même, j'ai moins la sensation que c'est construit selon ce modèle-là, même s'il doit y avoir des parallèles, parce que la toile de fond, c'est pas forcément un truc de donjon. Les personnages, ils sont placés en fonction de la cohérence de qui ils sont. Éventuellement, les quartiers. On peut dire c'est les salles. Mais comme elles sont moins détaillées, ils sont moins détaillés que des salles, toi, c'est des ambiances, c'est des qu'est-ce qu'on y trouve dans ce quartier. Bah écoute, c'est quoi? Je vais te poser la question. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est donjonesque dans cet aspect-là? Je suis assez curieux. Ah, moi, j'ai commencé à, je sais plus, il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, les mécaniques qu'on utilise dans les donjons, on peut les réemployer dans les villes. Et donc, Ouais. je fais exactement ce qu'on dit. C'est pour ça que je te dis, je mets des tables aléatoires un petit peu partout. C'est exactement des mécaniques de Ouais. donjon. C'est dans telle zone du donjon, tu as une chance sur 6 de rencontrer des squelettes. Dans l'autre, tu as, voilà. Et dans la zone du fond, peut-être qu'à un moment donné, il y a le nécromancien qui passe de temps en temps, tu vois. C'est exactement des mécaniques de donjon. Et c'est le donjon rajoute, il y a une espèce de constante qui est qu'il faut qu'il y ait une économie de ressources. Donc typiquement, c'est des choses que je rajoute quand tu te déplaces d'un quartier à l'autre. Moi, je décompte du temps. Je dis voilà, ça vous a pris 2 heures, ça vous a pris la moitié de la nuit, ça vous a pris voilà. Donc le temps étant une ressource. Généralement, quand il y a un déplacement d'un quartier à un autre, je tire une rencontre aléatoire ou quelque chose comme ça, qui sont exactement des mécaniques de jeu que tu vas pouvoir retrouver dans de l'OSR, quoi, enfin dans des vieux modules. Et ça te permet de mécaniser un petit peu, de donner un poids à tout ce que tu fais, à tous les choix, à tous les voilà, changer de quartier, c'est pas gratuit. Tu vas rencontrer des personnes, enfin voilà, il y a des ça te permet de rajouter un petit peu de friction et de rajouter un peu de lourdeur, enfin de la bonne lourdeur, je pense, là où tu en as besoin, quoi.
Donc voilà, moi j'avais fait ce parallèle et du coup je voulais t'amener un petit peu vers ça en me disant peut-être que les stats c'est pas trop son idée de voilà, mais je me suis complètement raté. Non, non, mais pas complètement, parce que pour la ville, je pense que c'est pas tout à fait la même chose à mon avis, et je peux justement d'autant plus le dire que je suis adepte de la construction dogenesque pour des trucs qui ne sont pas des donjons, donc ça me dérangerait pas si tu veux. Pour une ville, je trouve que c'est un peu plus souple quand même. C'est moins cloisonné, t'as moins des. Sur un donjon, bon, c'est des salles, vraiment des zones claires. Là, on est sur des quartiers qui vont pouvoir servir, qui sont des terrains fertiles, des terreaux fertiles, pardon, pour amener des lieux, pour amener des intrigues. Je ne sais pas encore exactement, tu vois, ce qu'il va y avoir dedans. Je le ressens moins comme des salles, tu vois, dans une ville. On est sur quelque chose de plus étendu quand même. Ouais, d'accord, mais il y a Moins quand même clair. l'idée de tu dois passer dans une zone pour aller dans l'autre et tout, t'as quand même tout un tas de Alors choses non, qui s'y justement. rapprochent, mais je Ah suis ok, non d'accord. mais alors attends, justement. C'est peut-être là une des différences. La manière dont je l'ai fait, je suis beaucoup moins, dans la création de ville, dans l'idée d'avoir une géographie, je ne sais pas si c'est le bon terme, une topographie en l'occurrence, claire. Je ne sais pas forcément par où je dois passer pour aller dans tel truc. C'est pas un truc qui Ok, m'intéresse t'as dans pas une de ville. carte ou... Ok. J'ai essayé à un moment et en fait très vite je l'ai écarté. Ça m'intéresse justement, ça m'intéresse pas. La topographie exacte m'intéresse moins que les quartiers. Et à un moment, si ça devient un sujet, justement, si c'est à propos et que je dois me poser cette question, et un joueur va me poser la question, il y a une course poursuite, je suis loin du quartier, des bas quartiers et tout ça. Là, je vais solidifier la topographie par rapport à là où il est. Mais contrairement à un donjon, justement, j'ai pas besoin de le faire dans la ville. C'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, la disposition exacte des quartiers. Ok, ok. Tout ça peut rester flou, quoi. Ok, ok, Ouais, je comprends. ouais. Justement, je m'autorise cette souplesse. Plus on va avancer dans la campagne, plus ça va se solidifier. Dans certains cas, c'est déjà solidifié. Par exemple, il y a une zone qui s'appelle le Dédale. Je sais qu'elle est ancrée dans les bas quartiers et séparée. C'est une sorte d'enclave, peut-être une cité dans la cité quasiment. Donc là, je sais où elle est, évidemment. C'est parce que c'est lié intrinsèquement à son thème. Par contre, le quartier de Milvaux et j'ai oublié tous et le quartier de la Porte de Radiance, est-ce qu'ils sont collés, pas collés, j'en sais foutre rien. C'est pas du tout mon sujet de savoir par où tu vas passer. Si tu vas dans ce quartier, je vais pas moi te faire une rencontre aléatoire nécessairement. On est juste dans l'idée, ok, tu veux aller là-bas, tu vas y aller, ça va te prendre tant de temps, et je vois à peu près, tu vois. Ouais, ouais, mais d'ailleurs, dans un livre ou dans, je sais pas, dans un Batman, ce serait pas non plus un sujet, a priori. Voilà, bah c'est un peu plus, c'est plutôt comme ça que je le gère. Là où ça change, c'est quand je commence à zoomer justement et qu'il se passe quelque chose à un endroit. Là, les rues et tout ça, ça va se solidifier un petit peu plus. Ok, ok. Ok. Je vais revenir sur Valentin qui posait une question. Écoute, j'ai lu sa question, mais je voulais essayer, vu que j'ai le salon conférence, je voudrais voir pour lui donner la parole et qu'il explique oralement, vu qu'il a dit qu'il était ouvert. On va tester. La fin du café JDR, on va autoriser les gens à parler un peu en direct. Et puis on éditera si ce qu'ils disent, c'est pas intelligent. Hein. Ah bah c'est Valentin, tu peux être sûr que c'est pertinent. Écoute, on va voir. Valentin, si tu es toujours d'accord, je t'invite à parler tout de suite et tu vas pouvoir aborder ton sujet. Allô, allô, vous m'entendez? Salut, on t'entend. Salut! Bienvenue, Valentin. Salut, merci pour la discussion, c'est très intéressant. Merci à toi. Donc ma question c'était, sur une sorte d'ambiance générale dans il y a quelque chose que j'ai constaté, en contraste avec, par exemple, des petits villages où on connaît un peu tout le monde, où il y a un peu tout le temps les mêmes têtes qui arrivent et qui reviennent. En fait, il y a un sentiment un peu anonyme dans une ville. Quand on va dans un quartier, par exemple, on peut décrire une foule, on décrit des gens qui passent, on peut un peu, parler de quelques têtes, mais il y a un sentiment qu'une joueuse m'avait partagé, c'était que c'est assez anonyme. On a l'impression que c'est des fantômes, en fait, les PNJ qui nous entourent. Et quelque part, les seuls PNJ qui vont vraiment s'incarner, c'est ceux avec lesquels on a vraiment des choses à faire. On a des quoi. Quelqu'un qu'on va aller voir pour lui poser des questions, quelqu'un à qui on va demander des choses ou des comptes ou quoi que ce soit. Et du coup, le fait que le jeu de rôle ce soit un média avec le langage qui décrit de manière un peu résumée, quoi, ça nous met comme ça dans une sorte de flou artistique de la foule qui est un peu
un peu évaporé, quoi. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous avez constaté, si c'est un problème ou pas, s'il y a des choses que vous avez à dire là-dessus. Voilà, c'était ma question pour la radio. Parfait, merci, merci Valentin. Eh bien, Jean Dindon, je te laisse la main. Ouais, moi c'est un truc que j'utilise particulièrement dans ma partie de vampire, mais encore une fois parce que c'est thématique, quoi. Il y a t'es au milieu des foules d'anonymes et qui en plus sont ton bétail, quoi, parce que tu es un vampire et c'est potentiellement comme des vaches ou des moutons, tu vois, autour de toi, parce que tu vas te nourrir sur eux, puis tu vas passer à autre chose, puis tu vas passer à autre chose. Et donc comme c'est thématique pour moi, j'essaye de pousser cette déshumanisation, le fait que les flots de personnes qui sont autour de toi n'ont pas de visage, n'ont pas de consistance, n'ont pas de détails particuliers. Tu es dans la boîte de nuit, il y a tous les corps qui sont en train de danser au rythme de la musique les uns les autres, et tout ça est un espèce de gros amas dont tu décerneras pas les détails. Et j'utilise aussi la comparaison du cœur, tu sais, du cœur de la ville qui bat, et les personnes et les voitures, tout ça ne sont que du sang qui part et qui revient, tu sais, de cet énorme cœur, et qui en fait sont le flux des personnes. Donc moi je l'utilise et je l'utilise et je pousse le trait parce que j'ai ce truc-là, quoi. Mais enfin ouais, effectivement c'est très important. Comme le dit Valentin dans sa réponse à l'écrit, parce que je l'ai lâchement renvoyé dans l'audience, parce que sinon on va parler hyper longtemps. Je nous connais, s'il y a un troisième larron qui vient, on va discuter pendant 15 plombes. Mais il dit qu'effectivement c'est très intéressant, et moi aussi je trouve que c'est intéressant le fait que tu renverses la vapeur, tu vas utiliser l'anonymat de la foule. Ça me fait sourire aussi parce qu'on parlait tout à l'heure de la ville de Carnandras dans ma campagne au nom des pères. C'est pas vraiment lié, mais quand ils arrivent dans la ville, j'avais préparé une grosse description, assez littéraire pour le coup, j'avoue, elle était préparée, et elle était très organique. Il y avait je sais plus exactement, la ville avait des tympans, elle avait des branchies, des choses comme ça, le cœur battant, tout ça. Alors il y avait une raison pour laquelle c'était un fusil de Tchekhov déjà que de cette description-là, mais ça me fait sourire parce que j'avais vraiment utilisé l'aspect organique pour cette ville-là en particulier. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et moi, je vais te répondre, Valentin. Euh, Moi, ça ne me dérange pas dans le sens où, forcément, dans une grande ville, les joueurs ne vont pas pouvoir connaître tout le monde. C'est une évidence. Et c'est là, précisément, que tout ce dont on parle depuis le début, la mise en abîme de la ville, son caractère par ses lieux évocateurs, par son architecture, par ses tags, par cet environnement qui va agir sur soi, va d'une certaine manière donner son caractère, non pas aux individus, mais au moins à la foule. C'est pas très grave qu'on connaisse pas tous les individus d'une foule, mais si la foule elle-même a un caractère, les gens sont globalement apeurés. Tu peux décrire une foule et lui donner vie. Ils sont apeurés, tu vois les enfants qui sont là, ils ont des cernes et tu vois qu'ils ont le visage émacié parce qu'ils mangent peu. T'en vois un qui vole une pomme au détour d'un marché, et puis sa mère le rappelle parce que c'est elle qui surveille au coin de la rue que la patrouille arrive pas. Tu n'as pas de nom, et je suis en train de me rendre compte, mais c'est peut-être une bonne astuce, que pour décrire une foule, tu peux décrire quelques individus d'une foule. Et d'un coup, même si tu ne leur parles pas, ces individus qui ont une forme de mini-caractère deviennent le reflet de cette foule. Je pense d'ailleurs que je suis en train de me le dire, que c'est une bonne idée de décrire quelques individus, de les mettre en lumière dans une foule pour en faire les figures de proue de cette foule, et ça lui donne tout de suite un caractère. Ils ne sont plus des fantômes, à mon avis. Donc c'est une possibilité. Comme le dit Kaku pour répondre, ces personnes que tu mets en lumière et qui sont des no-name, c'est des randoms, il n'y a pas de nom, peuvent devenir des accroches, effectivement, pour les joueurs qui peuvent se saisir de ça. Peut-être qu'il y en a un qui a vu cet enfant voler la pomme, et au moment où il veut retrouver sa mère qui surveille, il le rattrape, il a une petite conversation avec lui. La mère a peur, donc c'est lui qui ramène l'enfant en le prenant par la main vers la mère, et puis finalement il lui pose des questions, il lui donne 3 sous, et je sais pas, une session plus tard, c'est elle qui les aide et qui leur ouvre la porte de chez elle, qui dit venez entrer, pendant que la patrouille leur court après. Tout ça simplement parce que des joueurs ont réagi, parce qu'on a mis en lumière des individus dans une foule qui était impersonnelle au départ. Je vais m'arrêter là sur la réponse. Mais c'est là que moi, le fait de pouvoir prendre à un moment donné, mettre un visage et le décrire, et qu'en fait en décrivant le personnage ça décrit
ça décrit plus, enfin, tu vois, ça décrit la sociologie d'un petit peu autour, quoi. C'est là où la table des victimes dans Vampire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, avec tous les personnages, l'employé de bureau au bord du burn-out, le type qui vient de sortir de prison, l'influenceuse qui voit pas la réalité parce qu'elle est juste sur les réseaux sociaux. Enfin, toutes ces personnes ne font que refléter les mots autour d'eux, quoi. Enfin, Ouais. la détresse autour d'eux. Donc ouais, en fait, faut trouver le bon, faut savoir ce que tu fais au moment où tu le fais, quoi. Est-ce que tu déshumanises, est-ce que tu humanises, en fait, est-ce que tu incarnes le truc au détriment de la déshumanisation. Et tu parlais de réemployer des PNJ un peu anonymes pour faire des choses. Moi, c'est toujours je me pose toujours des questions dessus en me disant, est-ce que c'est pas un peu facile que dans une ville où t'es jamais censé recroiser 2 fois la même personne, tu te retrouves. Donc j'ai un peu de réticence à faire ça, mais je suis. Non, mais il faut que ce soit. Là, je viens d'improviser un truc. Et en fait, il faut que ça ait une cohérence. Si par exemple, ils reviennent dans cet endroit-là exact et Ah oui, ok, ouais. ils sont poursuivis par la patrouille à un moment parce qu'ils sont revenus dans le même lieu qu'ils étaient en train de visiter justement là, c'est cohérent. Évidemment, dans une ville tentaculaire, oui, tu fais pas revenir. Il faut que ce soit crédible. Mais souvent, s'ils sont là, s'ils sont déjà à cet endroit-là, c'est qu'ils y ont quelque chose à faire. Donc, ils vont probablement y revenir plus tard. Et là, c'est cohérent que cette mère et son fils puissent les aider à un moment. Et après, encore une fois, hein, il y a peut-être plein de raisons scénaristiques pour lesquelles ça pourrait être vrai. C'était un exemple. Et puis, pour le coup, ça devient élégant parce que le PNJ en question représente quelque chose, tu sais, représente un peu la population, je sais pas quoi, et si tu lui tends la main, finalement, elle va t'aider après. Ouais. Ça veut aussi dire que, tu vois, dans ce quartier, il y a quelque chose qui... Il y a des liens à créer, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, ouais. C'est ça. Moi, je pense que c'est une victoire quand les joueurs se saisissent d'un élément du décor. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, là, la personnification de la foule, ok, on en crée des individus, des PNJ entre guillemets, mais en fait, c'est pour donner vie au décor. Et quand les joueurs vont se saisir de ces éléments du décor, c'est justement, et c'est tout l'objectif de Damnation City, le supplément dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que c'est gagné. C'est que ce décor a une telle consistance que les joueurs vont s'en saisir et vont aller chercher des éléments qu'ils vont sortir du décor et qui vont devenir des vrais individus qui vont faire partie de leur environnement ensuite. Quand ça arrive, c'est génial. C'est pas le seul moyen. Moi, j'ai un exemple comme ça. J'en ai sans doute plein, mais celui-là, il est devenu un peu mythique chez nous. Il y a une histoire de contamination. Bon, c'est mon sujet. Puis à un moment, les joueurs disent bon, on va aller. Il n'y a pas un chirurgien barbier ou le médecin, le rebouteux, je sais pas quoi, dans le coin. On va l'envoyer là-bas, voilà, pour l'avoir en soutien. Ok, ouais, bon, il arrive. Il lui demande son nom. Bon, il s'appelle Gilbert. Ok, d'accord. Et après, ils quittent la ville. Ils décident ça et ils disent ah, j'aimerais bien qu'on paye ce mec-là pour qu'il vienne avec nous parce que maintenant il connaît le sujet. Ok, d'accord, vous allez le payer. Ils prennent Gilbert avec eux. Et en fait, ils l'emmènent dans la ville. Et puis en fait, Gilbert, il va créer un dispensaire. Il va être au centre du truc. Et 4 campagnes plus tard, il est toujours là dans cet univers-là. Il a un rôle bien particulier, un no-name, quoi. Et pour moi, C'était ça, lui le c'est. personnage principal. C'était lui. C'est ça. Mais pour moi, c'est formidable. Un élément du décor, d'une certaine manière. Ouais, mais ça témoigne quelque chose à la table aussi, c'est que tout le monde a tellement cru en ce personnage qui était au début là que pour un, tu vois, que pour faire partie du décor, qu'il en est sorti, quoi. Mais il faisait partie du décor aussi parce que les joueurs sont allés le chercher, ils sont allés gratter. Et c'est là l'intérêt d'un monde vivant, c'est que parfois, même toi, en tant qu'MJ, t'as rien sorti du décor, mais eux, ils vont aller casser le mur du décor, voir ce qu'il y a derrière. Et ok, vous voulez en sortir ce gars-là, bon, bah, ok, il arrive. Et en fait, il va prendre vie, il va devenir important. Et s'ils sont attachés, quoi. C'est devenu un pote. Et encore une fois, des campagnes plus tard, même avec d'autres personnages, de temps en temps, il revient pour X ou Y raison. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça aurait été une bonne manière de conclure. Mais je suis quand même embêté. On va essayer de faire court, mais on n'a pas abordé un des éléments fondamentaux de Damnation City. Enfin, en tout cas, un des éléments qui, moi, m'a marqué aussi. Je peux pas fermer ce café JDR et ce supplément sans en parler. Ça serait lui faire un déshonneur.
Dans Damnation City, c'est la première fois que j'ai vu des cartes mentales pour des factions. Ça veut pas dire que c'est le premier bouquin qui l'a fait. Moi, c'est la première fois que j'en ai vu dans un bouquin de jeu de rôle. Dans Vampire, il y a cette notion de société vampirique, de hiérarchie, de fonction vampirique, de clan, de ligue pour ce qui est de Vampire Requiem, de secte pour ce qui est de Vampire Mascarade. Et dans Vampire Requiem, ces structures, ces sociétés vampiriques, elles sont différentes pour chaque ville. Je ne sais plus si c'est ça dans Mascarade, il me semble qu'il y a un petit peu plus de conformité, de méta-conformité. Et dans Damnation City, il y a plein de propositions sous la forme de cartes mentales, de fonctionnements sociétaux ou hiérarchiques différents. Et je trouve que c'est un outil formidable pour créer des dynamiques de factions dans une campagne de zone ou même un bac à sable. Je vais utiliser ce mot hérétique. Et je trouve que c'est génial. Il y en a plein. C'est la première fois que j'ai vu... je les ai étudiés tellement de fois. Là, on voit que c'est les ligues qui dominent, mais dans le cas des Nosferatu, bizarrement, c'est pas la ligue, c'est le clan qui prend le pas. Et c'est des trucs ultra alambiqués sur plein de niveaux. C'est excellent. Avec, oui, en plus, la manière dont ils sont présentés, il y en a qui sont vachement carrés, il y en a qui sont complètement éclatés et tout. Il y a un truc de design en plus sur ces, je vois bien, sur ces mind maps. Complètement. Et sur plusieurs niveaux. Justement, ça reprend un truc que si on ne se penche pas sur l'histoire, on ne comprend pas trop la féodalité. On pense que c'est un truc assez unidimensionnel où c'est toujours la même hiérarchie. Voilà, il y a le roi, les ducs ou les seigneurs, puis qui ont d'autres vassaux, etc. Parfois, c'est sur plusieurs niveaux. Tu peux être le seigneur de l'un, mais en même temps être moins puissant que le vassal du mec dont tu es le seigneur. Il y a des trucs un peu, des dynamiques qui sont très asymétriques. Et je trouve que ce supplément l'exprime bien et ça donne plein d'idées pour faire ça. Ouais, t'es plus bas dans la hiérarchie, mais t'as plus de ressources. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui se créent, ouais, et puis qui te donnent aussi des espèces de schémas relationnels qui demandent qu'à être cassés, quoi. Oui. J'utilise pas trop de schémas relationnels, j'avoue, mais parce que j'ai l'impression que c'est toujours compliqué de représenter juste sur une feuille ou sur un board un schéma. Enfin, ça me satisfait jamais totalement, quoi. Mais il y a des trucs à réfléchir, ouais. Je t'avoue que je fais très rarement des cartes mentales. Je fais très rarement des schémas relationnels aussi. Mais le fait de les voir et que ce soit exprimé comme ça donne plein d'idées. Même si, pour Carnandras, encore une fois, on en parlait, là, j'ai fait une carte mentale et justement qui m'a beaucoup rappelé, ou plutôt je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais vu dans Damnation City pour le coup, parce que c'est des relations entre des éléments de nature différente. Ça peut être un individu qui a une relation avec une faction, qui a une relation avec une institution, mais dans l'institution, il y a un représentant qui a une fonction particulière et c'est lui qui a la relation avec... Et c'est ça qui est génial. En fait, c'est un traître. En fait, c'est un traître. Mais c'est pas juste une... C'est ça que j'essaie d'exprimer, c'est pas juste les mêmes institutions ou les mêmes factions ou les mêmes groupes au même niveau qui ont des relations entre elles, c'est plusieurs couches. Il y a une verticalité, en fait. Tu vois, c'est le meilleur truc pour créer ce genre de schéma, je trouve. C'est un truc que je trouve très intéressant une fois que tu as bien digéré Vampire d'une manière générale. J'imagine que c'est pareil dans Requiem. C'est que le premier truc que tu te dis au début, tu dis d'accord, je suis un individu qui est issu d'une famille de vampires, donc d'un clan, et tous les clans se sont mis d'accord pour avoir le dirigeant et tout, etc. Et t'as l'impression que tout ça, la première lecture que t'en as, c'est que en fait tu n'as qu'une seule hiérarchie et que tu n'as une seule, tu t'es très l'autorité descend en ligne droite jusqu'à toi et que t'es pas censé en bouger. Et en fait, plus tu internalises comment Vampire fonctionne, et plus tu comprends que le jeu est le thème du jeu est de questionner la place de l'individu dans justement les systèmes hiérarchisés très autoritaires, quoi, et de savoir jusqu'où ça tient, parce que finalement, t'es une personne d'une famille, mais ça veut pas du tout dire que tu penses pareil que les gens autour de toi. Ton allégeance, elle est un petit peu demandée, mais il n'y a rien qui te force à le faire. Et donc, en fait, c'est un petit peu tout
toute l'élasticité en fait de ce truc qui t'est présenté comme très rigide et très vertical et très figé au départ. Donc ouais, je pense que c'est une thématique qui est très très intéressante et c'est aussi des trucs à remettre dans ta ville et à remettre dans tes settings en vrai. La question de, tu vois, des personnes qui ont des choix d'allégeance à faire, ça peut être les personnes qui sont comment, les figurants qui sont en train de s'engueuler au téléphone avec d'autres personnes, avec leur patron, avec leur conjoint, avec je sais pas quoi. C'est tout un tas de choses aussi très très thématiques pour le coup de ton jeu que tu peux reprendre dans ton setting pour faire briller tout ça, quoi. Pour faire refléter tout ça. Ouais, parfaitement d'accord. Je vais pas relancer le truc quand même, mais tu vois, je suis en train de regarder un des sur le supplément. Pour moi, ça c'était très inspirant. Je vais essayer de le décrire un petit peu. Alors, compliqué, mais au milieu, tu as le prince, d'accord? Le prince, il y a plein de liens avec des régents ou des vassaux, peu importe, bon, là, jusque-là, qui sont des individus qui eux-mêmes ont leurs propres vassaux. Et quand on va loin dans ces vassaux, ces vassaux peuvent avoir une... Là, on est vraiment sur la féodalité, territoire, tout ça. Et parmi ces vassaux, il y en a qui ont des fonctions au niveau de la hiérarchie de l'administration vampirique de la ville. Donc là, c'est plus haut. Donc qu'est-ce qui compte? C'est que tu sois vassal au 3e niveau, donc pas très haut, ou c'est que tu sois une harpie qui a une influence énorme au niveau de l'administration. C'est contrasté, mais ça, je trouve ça extrêmement intéressant. T'en as un, il est préfet. Donc le préfet, c'est un genre de shérif chez les vampires. Il peut avoir ce terme-là aussi. Donc il est extrêmement important. C'est l'investigateur principal de la ville, très important. Et là, on voit que c'est juste un petit vassal. Et en plus, il fait partie d'une sorte de ligue qui fonctionne par démocratie. Mais lui, il est intégré dans la hiérarchie figée du truc. Ça, c'est magnifique. Il y a tellement de trucs à faire pour des intrigues, bref, je ne sais pas si c'était clair dans mon explication, mais je vous invite Si, très clair, très clair. à voir ce genre d'asymétrie dans vos structures politiques de ville. Ça vous inspirera. Bon, est-ce que tu as un dernier mot, Jean Dindon? Une dernière conclusion? Je n'ai pas lu le supplément. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, écoute. Voilà, on a tout inventé. Maintenant, démerdez-vous. 1er avril. Voilà, exactement. Non, bah écoutez, créez vos villes. N'hésitez pas, pour ceux qui écouteront en différé, à laisser des commentaires avec des exemples, pas des romans, mais de villes que vous avez créées. Moi, ça m'intéresse de voir des exemples de ça. Est-ce que vous voulez créer par zone, par relation, par schéma politique, tout ça, c'est très intéressant. En tout cas, Jean Dindon, je ne suis pas déçu d'avoir fait honneur à ce supplément et d'avoir décortiqué tout ça avec toi. C'était un plaisir de te recevoir une seconde fois. Plaisir partagé. Vraiment, parler de vampires, c'est plaisant toujours. Il est possible qu'on en refasse parce que on n'en a pas parlé, on ne le fera pas aujourd'hui, mais je voulais parler de la manière moi dont j'avais personnalisé au point qu'on ne le reconnaisse plus l'univers de vampires. Je ne sais pas si tu as fait des personnalisations aussi, mais c'est peut-être une conversation qu'on pourra avoir une prochaine fois. Ah ouais, mais alors attention, parce que s'il y a les puristes de vampires qui se pointent sur ton Discord ce jour-là, on est morts tous les deux, je pense. Ah, mais ça sera encore plus drôle. Donc, suite au prochain numéro, en tout cas, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant le Café JDR, merci à ceux qui nous écouteront plus tard. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à venir sur le Discord pour poursuivre la discussion. Ceux qui nous écoutent maintenant, je vous invite, lorsque j'aurai coupé, à rejoindre la shop viscérale sur le Discord si vous voulez discuter 5-10 minutes avant qu'on coupe. Et je vous dis à tous, à très bientôt sur la prochaine vidéo. À plus.